va être enregistrée, pour le coup, pour les malchanceux qui n'ont pas pu assister à la première présentation ou à celle-ci. Ensuite, les petits rappels d'usage, comme on a l'habitude de le faire quand on allait au théâtre dans une autre époque ou au cinéma où il fallait couper son téléphone. Voilà, là, on vous demande juste si c'est possible de couper votre micro pour éviter les effets d'écho, couper la webcam aussi pour les histoires de bande passante, de fluidité de la présentation. Comme évoqué, vous pouvez utiliser le chat si vous avez des questions à poser. Sachant que, bon, vu le nombre de personnes, pour rendre ça quand même assez vivant, j'aménagerai des petits temps au fur et à mesure de la présentation et tout à la fin, bien évidemment. Si jamais vous avez des questions, et c'est vrai que ce qu'on avait fait la dernière fois, et ce qui était pas mal, c'est que bon, voilà, les gens activaient leur micro, leur webcam, ça donnait un échange un petit peu plus vivant et ça permettait de poser les questions en direct. Donc, ce soir, une thématique sur le RGPD, RGPD pour réglementation générale sur la protection des données, et donc là ciblé en équipe de soins primaires. Donc je me présente, Fabien Brunelli-Moffret, je suis directeur associé chez Thémis. Thémis, on a un cabinet de conseil et d'ingénierie basé à Nancy. Donc on travaille autour de tout ce qui est système d'information, transformation digitale. Donc la RGPD, c'est un sujet qui nous concerne tous à double titre. Tout d'abord, à titre personnel, parce qu'on a tous des informations, dès qu'on s'inscrit sur un site ou ailleurs, voilà, on a des informations personnelles qui sont diffusées. Et donc, la RGPD est là pour nous protéger. Donc ça, c'est à titre personnel. Et on est aussi tous concernés à titre professionnel, parce qu'à titre professionnel, on manipule de la donnée d'autres personnes, plus ou moins sensibles, très sensible dans votre cas. Et donc là, c'est vrai que le RGPD ramène un cadre de contrainte, et c'est une réglementation. Forcément, c'est plus contraignant. Mais c'est vrai que quand on trouve ça un peu embêtant à titre professionnel, il est toujours bon de se rappeler que c'est là pour nous protéger à titre plus personnel. Alors rapidement, pourquoi c'est moi qui vous parle de RGPD ce soir? C'est vrai qu'au niveau de Thémis, comme on travaille autour de tout ce qui est donné, c'est le cœur de notre métier, la donnée. Donc de fait, on a dû suivre et appliquer cette réglementation pour nous, dans notre travail, pour Thémis, et puis pour nos clients aussi. Donc, on a des clients qui sont issus du domaine médical. Donc on a l'habitude aussi de manipuler de la donnée sensible. On travaille avec des CHR, des polycliniques, tout ce qui est SMS, des associations, etc. Donc, on a acquis une maîtrise autour de tout ce qui est RGPD. Donc, ce qui nous a amené ensuite à accompagner certains de nos clients dans leur mise en conformité RGPD. Le dernier en date, c'est l'association JB Thierry, qui est basée près de chez nous à Nancy. Voilà, c'est une SMS qui accueille des petits patients polyhandicapés. Ils ont des masses, des IME, etc. Donc, on les a accompagnés, on a audité tous les sites, tous les services pour faire leur mise en conformité RGPD. Donc, c'est vrai qu'on a un vrai retour d'expérience aussi sur tout ce qui est mise en conformité. Et en complément, c'est vrai qu'à titre plus personnel, j'ai la chance d'être marié avec une femme qui est médecin, qui est gérante d'une maison de santé. Donc, je vois bien le fonctionnement des maisons et des centres de santé. J'ai une assez bonne vision de comment ça marche. Et c'est vrai que pour le coup, je l'ai accompagné dans la mise en conformité de sa maison de santé. Il y a 35 professionnels de santé, 2-3 salariés. Et c'est vrai qu'en travaillant avec elle, on s'est dit que ce qu'on avait fait pour elle pouvait assez facilement se dupliquer pour toutes les maisons et centres de santé. Et comme ma femme a aussi la chance d'être vice-présidente de la FEMAGE, qui est le pendant à l'est de la PMSL, donc c'est la version APMSL, un petit peu plus froide et parfois avec un accent alsacien. Voilà, c'est vrai qu'on a travaillé sur cet aspect un peu de kit de conformité pour vous accompagner et pour le coup, pour vous rendre autonome. Ce sera l'objectif de ce soir, c'est que vous ayez toutes les clés pour gérer vous-même et en toute autonomie et donc à moindre coût cette mise en conformité RGPD. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a une belle thématique ce soir qui va, je pense, changer un peu des thématiques de réunion que vous avez l'habitude de faire. Donc je ne parlerai pas de protocole lié au Covid, de mise en place de centres de vaccination, ni quoi que ce soit. Je pense que vous en entendez assez. Je sais que vous avez des emplois du temps qui sont très chargés depuis bien longtemps, donc je vous remercie tous d'être là et présents ce soir. Et on va essayer de se changer un petit peu les idées avec un sujet très sérieux aussi, mais qui est un petit peu différent de ce qu'on côtoie d'habitude, et donc le RGPD. Donc, sur le déroulement de la présentation, tout d'abord et rapidement, pour planter un petit peu le décor, les origines du RGPD, pour comprendre pourquoi ça a émergé. Qu'est-ce que le RGPD en synthèse? Suis-je concerné par le RGPD?
sans vouloir spoiler ma présentation, si on est tous là ce soir, je pense que vous connaissez tous la réponse. Ensuite, on va cibler sur la mise en conformité au sein des maisons et des centres de santé. Donc pour le coup, c'est vraiment, bon, je l'ai réadapté par rapport à votre besoin. Et je vous expliquerai après justement ce fameux kit d'accompagnement et de mise en conformité qui va vous donner toute l'autonomie et toutes les clés pour être conforme et qui vous sera fourni par la PNSL. Et bien évidemment, l'espace de temps dédié aux questions-réponses, mais que j'aménagerai au fur et à mesure des présentations au moment un petit peu clé. Donc c'est vrai qu'on a une première partie qui est assez théorique. C'est issu, on va dire, de présentations que je déroule pour de la sensibilisation, pour des conseils d'administration, ce genre de choses. Je l'ai adapté pour que ce soit vraiment lié aux maisons de santé, aux centres de santé. La deuxième partie est nettement plus pratique, pragmatique, et là on voit qu'on rentre nettement plus dans le concret. Donc c'est vrai qu'en général, sur la première partie, je pense que je vais peut-être un petit peu vous faire peur, parce qu'on va parler réglementation, c'est très théorique. Et j'espère, et c'est pas pour vous essayer de vous faire rester jusqu'à la fin, mais j'espère vous rassurer et vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, et que vous aurez tout ce qui va bien et tous les outils pour y arriver. Et donc dans cette deuxième partie. Alors tout d'abord, les origines du RGPD. Alors, il y a un premier point, c'est que dans les années 70, il y avait un projet gouvernemental qui s'appelait Safari, qui prévoyait d'identifier chaque citoyen par un numéro et d'interconnecter tous les fichiers de l'administration sur la base de cet identifiant. Donc c'est vrai que ça a débuté il y a bien longtemps, et à l'époque, ça avait généré une vive émotion, une contestation dans l'opinion publique, et ça avait donné lieu à la loi informatique et liberté, et notamment aussi la naissance de la CNIL, qui est là pour défendre tous nos droits. Et il y avait une certaine vigilance citoyenne face à ce gros fichier de l'État qui faisait un petit peu peur. Mais c'était le début de la collecte de tout ce qui était information, données personnelles. Dans les années 90, la donnée va devenir un carburant pour le marketing, on va l'utiliser à des fins marketing. C'est vrai qu'il y a l'Internet qui commence à être lancé pour tout le monde, il y a les réseaux qui s'étendent, il y a les données qui commencent à circuler, et bah, voilà, il y a une manne qu'exploite le marketing. Il utilise ces données, il innove pour ensuite travailler dessus et puis vendre des produits. Donc, les données qui sont utilisées à des fins marketing. Dans les années 2000, le monde commence à changer et les données n'ont plus de frontières. Donc en fait, la donnée commence à circuler, il y a l'émergence et la naissance des géants de l'Internet qui ingèrent des données de milliards d'utilisateurs. Il y a ce qu'on appelle les fameux GAFA, les Google, Apple, Facebook, qui commencent à naître et qui commencent à absorber plein de données personnelles sur plein d'utilisateurs partout dans le monde. Et dans les années 2010, on a une prise de conscience collective avec l'apparition de nouveaux droits, parce qu'on se rend compte que voilà, on a de la donnée personnelle, que des gens l'exploitent plus ou moins bien, avec des intentions plus ou moins bonnes. Et donc, on a des nouveaux droits pour voilà, dire je veux avoir les données que vous aviez sur moi, je veux savoir ce que vous connaissez sur moi, je peux me faire oublier. Et c'est vrai aussi qu'avant, les gens collectaient beaucoup de données, mais ils ne savaient pas forcément l'exploiter. Et c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, les nouveaux algorithmes, on a des nouveaux enjeux éthiques parce qu'on sait exploiter toutes ces données. Et donc, c'est vrai qu'on arrive dans une nouvelle époque où on sait traiter tout ça. Donc, ça nous amène au RGPD qui est issu de plusieurs constats. Le premier constat, c'était que, tout d'abord, au niveau de l'Union européenne, il y avait un manque d'harmonisation au niveau des protections. Donc, chaque pays avait ses réglementations qui différaient et il y avait besoin d'avoir, au sein de l'Union européenne, une réglementation globale, uniforme, pour sécuriser toutes les données qui concernaient toutes les personnes de l'Union européenne. C'est vrai qu'on a une volumétrie de plus en plus importante des données qui sont collectées. On a des nouveaux moyens d'analyse, c'est tout ce qu'on appelle le big data, alors qui est très pratique, qui peut faire des choses très bien quand on l'utilise dans la recherche ou ce genre de choses, mais bon, qui peut être plus ou moins bien utilisé. Donc c'est cette fameuse nouvelle façon d'exploiter ces données. On a aussi des nouveaux types de données qui sont collectées via les réseaux sociaux notamment. C'est vrai que potentiellement, aujourd'hui, tous nos faits et gestes peuvent être collectés. On sait où est-ce qu'on est, on sait ce qu'on a fait. En analysant des photos, on sait dans quel environnement on est, etc. Même les impôts s'y mettent aujourd'hui en analysant les photos sur Facebook pour savoir si votre niveau de vie correspond à votre déclaration au niveau des impôts. Donc voilà, on voit que l'usage permet de faire beaucoup de choses. On avait aussi une toute-puissance et une impunité de certains acteurs.
les fameux GAFA que j'évoquais tout à l'heure, que sont Google, Amazon, Facebook ou Apple, qui globalement bon, faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient et personne n'avait la main sur eux pour mettre un cadre. Et donc, pour le coup, ça, il fallait aussi le corriger. Il y avait un manque de transparence aussi dans l'utilisation des données personnelles. C'est vrai qu'on a coutume de dire que si c'est gratuit, c'est vous le produit, ou plutôt vos données personnelles. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais des fois on s'inscrit sur un site, on trouve quelque chose d'un petit peu utile, hop, on s'inscrit, et après nos données, elles sont utilisées, elles sont exploitées, elles sont revendues, et tout ça, les utilisateurs, la population n'en a pas forcément conscience. Donc il y a ce manque de transparence aussi qui est à l'origine du RGPD. Et de plus, il y avait la nécessité de susciter ou de maintenir une confiance, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus d'exemples de fuites ou de mauvaise exploitation des données personnelles. Yahoo, par exemple, à une époque, 1 milliard de comptes ont été volés. Ce qui est hallucinant, il y a plein d'exemples comme ça. À l'époque, alors c'était juste après l'application du RGPD, mais il était déjà dans les tuyaux, il y avait l'histoire de Facebook et de Cambridge Analytica où les données personnelles étaient réutilisées après pour des fins plutôt politiques. Et voilà, ça posait pas mal de questions et il y avait une confiance qu'il fallait rétablir. Donc c'est tous ces constats qui sont à la genèse du RGPD. Donc, fort de ces constats, il y a eu un long travail qui a été effectué, c'est 4 ans de travail et de négociation, il y a eu 4000 amendements qui a permis d'aboutir à un texte de loi qui fait référence maintenant et qui compte 99 articles sur 88 pages. Ça a été adopté le 27 avril 2016, publié le 4 juin 2016, sachant que sa mise en application était en 2018, comme on le verra. Donc, qu'est-ce que c'est le RGPD en synthèse? C'est le règlement général sur la protection des données. Il y a un texte de référence qui sera mis parmi tous les documents que vous aurez. Donc, si un soir, il y a un petit peu d'insomnie, c'est pas mal pour aller se coucher. C'est des textes de loi, donc après, c'est plus ou moins compréhensible, des fois parfois un peu subjectif ou sujet à interprétation. Mais voilà, ça existe. L'objectif, en synthèse, c'est le renforcement du droit des personnes concernant le traitement de leurs données à caractère personnel. C'est important parce qu'on va bien définir tous les termes pour bien les comprendre. La date d'application, c'était 5 mai 2018. Donc à savoir que c'est une période autour du 25 mai 2018, si vous êtes enregistré sur des sites de e-commerce, des réseaux sociaux, différents sites, etc., vous avez dû recevoir un nombre incalculable de mails vous disant on fait très attention à vos données personnelles, voilà ce qu'il faut valider, etc. Globalement, c'était de l'information parce que c'est une des règles de mise en conformité. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'échanges sur ces thématiques-là venant de tous les sites de e-commerce aux alentours du 25 mai, parce qu'ils se mettaient en conformité en vous diffusant de l'information globalement. Alors le champ d'application est très large, ça concerne tous les organismes, quelle que soit leur taille, leur secteur ou leur caractère public ou privé. Donc les organismes publics, les associations, les entreprises. J'ai un club de foot, j'ai une liste de personnes, ou même un club de Scrabble, j'ai une liste d'adhérents. Je dois me mettre en conformité, je suis concerné parce que j'ai des données personnelles sur mes adhérents. Et la sanction, et c'est aussi pour ça qu'on en a beaucoup parlé, c'est jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre annuel mondial. Donc forcément, à l'époque, quand la CNIL tapait sur les doigts d'un Google, les sanctions allaient à 100 000 euros ou à ce niveau-là. Quand on commence à parler de 4% du chiffre annuel mondial, ils se mettent un peu plus en ordre de bataille pour suivre et respecter la réglementation. Donc l'objectif, il est vraiment là aussi, c'est de faire un peu pied des grands pour que tout le monde respecte les données personnelles. Cette information aussi, cette sanction, elle est très utilisée pour faire peur aux gens, en leur disant ah, vous n'êtes pas en conformité et pour vendre de la prestation derrière, pour vous dire on va vous aider. Donc il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette sanction et cette crainte pour derrière vendre de la mise en conformité à tout va, à des tarifs hallucinants. Et il faut s'en méfier. C'est vrai que je sais que même dans le domaine du médical, des gens qui sont en libéral ou quoi que ce soit peuvent recevoir des courriers d'entreprises qui parlent de RGPD, de mise en conformité, et parfois avec des courriers qui font un petit peu peur.
Voilà. Mais c'est en jouant justement sur cette crainte-là, dans le but après de vendre de la mise en conformité. Donc il faut toujours un petit peu s'en méfier aussi. Alors, quelques définitions pour bien savoir de quoi on parle. Tout d'abord, données à caractère personnel, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est bien défini hein, dans le texte de la RGPD. Donc, constitue une donnée à caractère personnel toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, soit directement, soit indirectement, par référence à un nom, un numéro d'identification, une donnée de localisation. Donc, à partir du moment où je vais pouvoir retrouver la personne qui y a derrière, c'est une donnée à caractère personnel. Euh, pour le coup, le présent règlement ne couvre pas les traitements de données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, y compris le nom, la forme juridique, etc. Là, on parle bien d'individus. Donc voilà, donc dès que j'ai une information, un nom, une adresse mail sur quelqu'un, on appelle ça de la donnée à caractère personnel. Ensuite, on va parler de fichiers. Donc, constituer un fichier de données à caractère personnel, c'est un ensemble structuré de données à caractère personnel. Ça peut être centralisé, décentralisé, réparti. Ce qui est important, c'est qu'on va appeler fichier tout ce qui concerne des données forcément au format informatisé, mais aussi au format papier. Typiquement, pour bien montrer qu'est-ce qui est un fichier de ce qui n'est pas un fichier, à l'époque, quand on circulait un peu plus et qu'on voyait beaucoup de monde, j'avais tendance à récupérer de temps en temps des cartes de visite. Si je prends ces cartes de visite, que je les mets au fond d'un tiroir, ce n'est pas un fichier de données à caractère personnel. Pourtant, il y a des noms, il y a des informations. À partir du moment où je vais le ranger par ordre alphabétique, il va être structuré, et c'est cette notion de structure qui va faire que c'est un fichier, et qu'à partir de ce moment-là, ça rentre dans le cadre de la RGPD. Donc le fait de bien ranger ces données, des cartes de visite tout simplement, ben voilà, ça devient un fichier de données personnelles. Et le dernier point, qui est un point très important, c'est la notion de traitement. Constitue un traitement de données à caractère personnel, c'est toute opération ou tout ensemble d'opérations, effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés, hein, ça peut être via des outils informatiques ou pas, et appliquées à des données ou à des ensembles de données de caractère personnel. Donc à partir du moment où je vais récupérer des données, je vais les enregistrer, je vais les organiser, les structurer, je vais les conserver, je vais les modifier, je vais les extraire pour refaire de la consultation, des statistiques, je vais les communiquer, les envoyer, etc. Tout ça, ça va être ce qu'on appelle un traitement. Et c'est important puisque toute la notion de RGPD va graviter autour de cette notion de traitement de données à caractère personnel. Mais ça, on le verra plus dans le détail par la suite. Donc, au final, le RGPD consacre et renforce les grands principes de la loi informatique et liberté. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du RGPD, mais il y a des choses qui existaient déjà avant, hein, les lois informatiques et liberté. Mais elle accroît sensiblement les droits des citoyens en leur donnant plus de maîtrise sur leurs données. Donc, disons que le RGPD va plus loin. Il harmonise la régulation des données personnelles dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Au moins, voilà, l'idée, c'est de faire un coffre-fort au niveau de l'Union européenne, être sûr que toutes les données qui sont dedans sont sécurisées, et si jamais ça doit sortir de l'Union européenne, là, ça va être très contrôlé. Et ensuite, forcément, on a un travail de mise en conformité dont la charge pour se mettre en conformité, elle va être en fonction de la sensibilité des données, on va voir qu'il y a des données plus ou moins sensibles, et aussi en fonction de leur volumétrie. Est-ce que ça concerne très peu de personnes ou si ça concerne toute une population? Et donc là, il y aura plus ou moins de choses à mettre en place, ce sera plus ou moins compliqué. Il y a un autre point très important aussi dans le nord du RGPD, c'est que les sous-traitants ont dorénavant une responsabilité qui leur sont propres. C'est-à-dire qu'ils ont une obligation de conseil auprès de leurs clients et ils ont aussi une obligation d'assurer la sécurité des données qui leur sont confiées. Alors un sous-traitant, ça peut être quelqu'un qui vous héberge une solution informatique, un logiciel, ça peut être un prestataire informatique, ça peut être un comptable qui a des informations personnelles, mais dorénavant, ils sont responsables des données que vous leur confiez et c'est à eux d'en assurer la sécurité. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le RGPD remplace la plupart des formalités qui existaient auprès de la CNIL. Avant, on faisait une déclaration, une autorisation, et maintenant, il y a un principe de mise en conformité, une logique de responsabilisation. Alors en fait, avant, ce qui se passait, c'est que globalement, quand on avait des données personnelles, on remplissait une petite déclaration, on envoyait ça à la CNIL, elle nous donnait une autorisation, et après, on était tranquille. On va dire que le travail était fait, on était dans les règles, et il n'y avait plus à s'en occuper. Maintenant, c'est vraiment un principe de responsabilisation. La CNIL dit, voilà les règles à respecter, je charge à vous de vous mettre en conformité, mais par contre,
je vous demande plus je vous embête plus avec mes déclarations, vous devez être en conformité, mais après, donc il y a une réduction des contrôles en amont, parce qu'on n'a plus de déclaration, mais en contrepartie, si vous n'êtes pas en conformité, bah, j'augmente les sanctions. Et c'est vrai que maintenant, là où on avait juste un travail en amont, qui était la déclaration, et bien maintenant, en fait, on a la nécessité d'un travail constant, d'une amélioration continue du dispositif, parce qu'on doit se mettre en conformité à un instant T, et on doit être sûr qu'à T plus 1, T plus 2, on est toujours en conformité. C'est-à-dire que s'il y a des nouveaux traitements, si on change de logiciel, si on change des choses, eh ben, il faut rester en conformité. Donc c'est vrai que maintenant, on a un travail qui est plus dans le temps, qui est plus juste tout au début, en amont. Alors, les grands principes généraux de la RGPD. Le premier, c'est la définition des finalités. C'est-à-dire que les données doivent être collectées pour des finalités qui sont déterminées, explicites et légitimes. C'est-à-dire que si je n'ai pas besoin de vos données, je ne vais pas vous les demander. Donc si on prend par exemple le cas d'un site de e-commerce, il a une finalité qui est de vous vendre un produit, vous le livrez, donc il a besoin d'informations sur vous pour votre adresse, pour vous le livrer, etc. Donc s'il n'a pas de finalité, il n'a pas le droit de vous demander des informations. Et ça nous amène au deuxième point qui est la délimitation des données, c'est-à-dire que les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire. Donc on comprend facilement qu'un site de e-commerce vous demande votre adresse. Il peut vous demander peut-être votre date de naissance pour vous faire des promos le jour de votre anniversaire. Mais après, ça ne peut pas aller plus loin par rapport à ce qu'il va vous demander. Il ne va pas vous demander votre numéro de sécu, surtout que c'est une donnée très sensible. Il ne va pas vous demander certaines préférences de vie ou ce genre de choses s'il n'en a pas besoin. Donc à partir du moment où il n'a pas besoin des données et qu'elles ne sont pas liées à une finalité, il ne doit pas vous les demander. Ensuite, la collecte, elle doit être transparente, c'est-à-dire que le traitement doit être effectué de manière licite, loyale et transparente, c'est-à-dire que vous, en tant qu'utilisateur, vous devez bien comprendre qu'on vous demande des données et qu'on les récupère. Ça ne doit pas se faire ni vu ni connu, je récupère de l'information et vous n'êtes pas au courant. Ensuite, les données qui sont récupérées, elles doivent être exactes et tenues à jour. C'est-à-dire que la personne qui récupère les données doit vous permettre de les corriger si nécessaire pour être sûr que la donnée est bonne. Ensuite, bien évidemment, elle doit être sécurisée et confidentielle. Donc le traitement doit effectuer de façon à garantir une sécurité et un niveau de confidentialité qui soit approprié. Donc on sécurise la donnée. Et ensuite, les données doivent être conservées pendant une durée qui n'excède pas celle qui est nécessaire. Alors dans chaque cas, on a des règles qui disent combien de temps on doit conserver les données. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est de dire si je n'ai pas la donnée parce que j'en ai plus besoin, il n'y a pas de risque de fuite parce qu'on ne peut pas me la prendre. Donc on limite la conservation. Donc ça, on va dire que c'est les 6 grands principes de la RGPD. Je dois avoir une finalité, je dois limiter ce que je récupère comme données à ce dont j'ai besoin, je dois le faire de façon transparente, je dois m'assurer que mes données sont exactes, qu'elles sont sécurisées, et quand j'en ai plus besoin, eh ben, je ne les conserve plus et je les supprime. Donc en pratique, la mise en conformité au RGPD va me permettre de gérer la protection des données personnelles, le renforcement du droit à l'information, le recueil du consentement si nécessaire, les demandes et réclamations et la violation des données. Donc je vais redétailler chacun de ces points. Donc la protection des données personnelles, voilà, donc il y a la RGPD qui donne des mesures techniques, organisationnelles qui doivent être mises en place pour garantir la sécurité des données, qu'elle traite, ça peut être de la gestion de la sécurité, des corrections d'éventuelles failles. Voilà, ça va dire, si vous pouvez chiffrer la donnée, chiffrez la donnée. Si vous pouvez l'anonymiser, si c'est pour faire des exports à des fins statistiques, on anonymise. Ça évite, le fait d'anonymiser, ça permet de sortir de tout cadre de contraintes par rapport au RGPD. Donc c'est vrai que quand on manipule les gros volumes de données dans de la recherche ou ce genre de choses, c'est vrai que l'anonymisation permet de fait, on ne peut plus retrouver la personne, donc on sort du cadre de la RGPD. Et ça, c'est vrai que c'est une règle de base. Dès qu'on fait des exports, des statistiques, on anonymise parce que ça évite que si le fichier est perdu, récupéré ou quoi que ce soit, il n'y a pas de fuite de données parce que c'était anonyme. Et dès qu'on peut, on chiffre, on crypte les fichiers. Ensuite, il y a le renforcement du droit à l'information. Donc c'est vrai que les organisations doivent fournir davantage d'informations aux personnes dont elles traitent des données. Notamment en indiquant le type de données stockées, cette fameuse finalité, pourquoi je récupère cette donnée, l'utilisation qui en est faite, la durée de conservation, et aussi le droit pour les personnes concernées d'effectuer une réclamation. Donc c'est vrai qu'on voit de plus en plus
depuis 2018 sur les sites, au-delà des mentions légales, des pages dédiées à la protection des données qui expliquent tout ça, ce qu'ils ont comme données sur nous, pourquoi, ce qu'ils en font, combien de temps ils la gardent, etc. Donc là, la notion d'information des utilisateurs, c'est un point très important dans le cadre du RGPD. Ensuite, on a le recueil du consentement. Donc, sauf cas particulier, on verra que vous êtes un cas particulier, le consentement des individus est requis pour traiter les données qui les concernent, d'autant plus dans le cas de données sensibles. Donc, c'est vrai que la demande de consentement, elle doit être formulée en des termes clairs et simples, c'est-à-dire que l'utilisateur doit bien comprendre qu'on récupère de la donnée qui le concerne. Le consentement doit toujours résulter d'un acte positif, c'est-à-dire que on n'a pas le droit de précocher une case en disant j'accepte et puis ou un silence, c'est pas considéré comme valable. Donc c'est pour ça qu'en général on parle de opt-in, c'est-à-dire que si l'individu n'a pas dit oui explicitement, c'est que c'est non et qu'on n'a pas le droit d'utiliser ou de récupérer sa donnée. Donc ça c'est les nouvelles règles qui aussi ont fait pas mal changer un petit peu les formulaires qu'on voit. Maintenant les cases sont plus précochées, il y a des mentions spécifiques, etc. Alors, petite remarque sur le recueil du consentement, notamment dans le cas du suivi d'un patient. C'est vrai qu'au sein de l'équipe de soins, à ne pas confondre avec l'équipe de soins primaire, je sais que là-dessus, la PMSL avait bien communiqué avec un document pour bien expliquer la différence. Donc, au sein de l'équipe de soins, les informations du patient pris en charge sont réputées confiées à tous les professionnels impliqués sans nécessité de recueillir le consentement de la personne. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, au niveau de l'équipe de soins, de récupérer ça. Il est toujours préférable d'anonymiser les informations échangées lors des réunions des RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaire. Mais si certaines personnes présentes dans ces RCP ne font pas partie de l'équipe de soins, là, il y a besoin de recueillir le consentement du patient et d'en conserver une trace écrite. Donc c'est vrai que vous êtes dans un cas particulier, mais il faut bien voir que la limite, c'est l'équipe de soins. Tant que l'information reste au sein de l'équipe de soins, il n'y a pas besoin de demander le consentement. Sinon, pour le coup, il faut demander le consentement du patient. Ensuite, le RGPD va me permettre de gérer tout ce qui est demande et réclamation. C'est vrai qu'on a 6 types de demandes qui existent. Le droit d'accès, le droit de rectification, le droit de limitation du traitement, le droit d'opposition, la portabilité ou à l'oubli. Donc globalement, si quelqu'un a des données sur moi, j'ai le droit de lui demander de savoir ce qu'il a comme données sur moi, qu'il les corrige si elles ne sont pas bonnes, lui dire vous arrêtez de travailler dessus. Globalement, c'est comme si on gelait, on mettait une cloche sur les données, vous ne travaillez plus dessus. Je peux faire de l'opposition, je peux demander à tout récupérer, c'est la portabilité. Le droit à l'oubli. C'est vrai que maintenant, avec le droit à la portabilité, il y a des fonctions d'export qui sont apparues sur les grands réseaux sociaux. On peut exporter toutes les données qu'ils ont sur nous. Donc ça, c'est lié, c'est des fonctionnalités qui sont apparues suite à la RGPD. L'idée aussi qu'il y avait derrière ça, c'était par exemple de pouvoir mettre un petit peu de concurrence en disant, voilà, si l'utilisateur peut récupérer ses données, il peut les injecter ailleurs, et donc ça peut permettre de générer un peu de concurrence entre différents services ou ce genre de choses. Et le droit à l'oubli ou le droit à l'effacement, vous effacez tout. Donc c'est vrai que le droit à l'effacement des données, il est écarté quand on parle d'un dossier médical. C'est vrai que ce droit à l'effacement, il ne doit pas aller à l'encontre d'une obligation légale, qui est la conservation des dossiers médicaux et le droit d'accès des patients. Donc ça ne s'applique pas dans la mesure où le traitement des données est nécessaire pour des motifs d'intérêt public ou dans le cadre de la santé publique. Pour le coup, si une personne fait une demande, une réclamation, il y a un raccourcissement du délai de réponse aux demandes des individus. Donc maintenant, on dispose d'1 mois pour répondre à une personne qui exerce leurs droits de façon générale, sachant que c'est 8 jours dans le cas d'un dossier patient ou 2 mois si les informations datent de plus de 5 ans. Et ce qui est important aussi, c'est que si la collecte d'informations s'est faite par voie électronique, et pour le coup, la demande doit aussi pouvoir se faire par voie électronique. Typiquement, si on récupère des CV de personnes qui postulent ou ce genre de choses, c'est de la donnée personnelle. On les récupère par voie électronique, donc des fois par un formulaire en ligne ou ce genre de choses. Si on les a récupérés comme ça, il faut que la personne puisse demander à récupérer ce qu'on efface les données ou ce qu'elle a sur elle. Si elle veut faire valoir un de ses droits de réclamation, elle peut le faire par ce moyen-là aussi électronique. Enfin, il va falloir aussi gérer tout ce qui est violation de données. Alors, quand est-ce qu'on parle de violation de données ? On parle de violation de données dès qu'on a une destruction de données, dès qu'on a de la perte de données,
Typiquement, je perds mon ordinateur portable, une clé USB où il y avait des informations, voilà, c'est de la perte de données. Dès que les données sont altérées, dès qu'il y a une divulgation ou des accès non autorisés en données. Et donc, en cas de violation des données, il y a une obligation qui est d'informer l'autorité de la CNIL. Il y a une téléprocédure, il faut le faire dans les 72 heures. Et si on estime qu'il y a un risque que pour les données qui ont été récupérées, il faut prévenir la personne concernée aussi. Typiquement, il y a un patient qui demande son dossier, on le met sur une clé USB, la clé USB est perdue. Il faut prévenir la CNIL. Le patient, après, faut le prévenir. Après, si les données sont cryptées sur la clé USB et que personne ne pourra les utiliser, bon, on n'est pas forcé de. Voilà, il n'y a pas de risque élevé parce que personne ne pourra les exploiter ou les utiliser. Donc, on n'est pas forcément obligé de prévenir l'individu parce qu'on sait que la donnée, on ne pourra rien en faire et personne ne pourra la retrouver. Mais dans tous les cas, il faut prévenir la CNIL. Si les données ne sont pas cryptées et que n'importe qui peut y accéder, à ce moment-là, il faut prévenir l'utilisateur, le patient concerné. Alors, suis-je concerné par le RGPD? La réponse va être assez simple. On est concerné si on traite des données à caractère personnel et si ces traitements sont géographiquement rattachés à l'Union européenne. Ça, c'est un point qui est important, le rattachement à l'Union européenne. Donc, à partir du moment où j'ai des données à caractère personnel, je suis concerné par le RGPD, je dois me mettre en conformité pour respecter cette réglementation. En intention, qui nécessite une vigilance particulière, la CNIL définit très bien ce qu'est une donnée sensible. Donc, ce sont les données relatives à la santé, les données, tout ce qui est génétique, biométrique, d'infraction, les données concernant les mineurs. C'est notamment pour ça que, lors de la mise en place de 2018 du RGPD, WhatsApp a préféré limiter l'accès à son application aux plus de 16 ans. Donc, à partir de mai 2018, il fallait valider pour dire qu'on avait plus de 16 ans pour pouvoir se connecter. Donc tout ça, ce sont des données sensibles, tout ce qui est préférence sexuelle, tout ce qui est infraction, tout ce qui est santé, c'est de la donnée sensible. On a une vigilance particulière aussi, et on verra que c'est un point qui est important ensuite, c'est tout ce qui est donné à grande échelle. Donc la surveillance systématique à grande échelle. Alors le problème, c'est que derrière grande échelle, c'est souvent compliqué de mettre un chiffre. Qu'est-ce qu'on appelle grande échelle? Forcément, une assurance qui va gérer plein d'informations, c'est de la grande échelle parce qu'elle a plein de clients, un réseau de bus, compostez votre bus, donc globalement, vous passez votre carte, donc ils savent où vous êtes, il y a de la géolocalisation à un instant T, c'est de la grande échelle parce que ça concerne une population assez vaste. Et aussi, si jamais on a une évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels, si on fait du profilage, si on analyse toutes ces données pour faire un profil. Et il y a aussi une vigilance dès qu'on transfère des données hors de l'Union européenne. Donc c'est vrai qu'il faut vérifier que les pays de destination, ça reste un pays de l'Union européenne. C'est notamment important dès qu'on fait appel à des services dans ce qu'on appelle le cloud, donc dans le nuage, donc des services hébergés, être sûr que les données sont bien hébergées et restent bien au sein de l'Union européenne et ne sont pas envoyées aux États-Unis ou ailleurs pour le coup. Donc sinon, il y a une vigilance particulière à avoir et tout ça, il faut l'expliquer. Et il faut l'encadrer. Donc forcément, vous, en tant que maison ou centre de santé, voilà, il y a les données relatives à la santé, donc c'est de la donnée sensible, et donc il y a un cadre bien spécifique à respecter. Que remarque, le RGPD ne s'applique pas si les données ont été rendues anonymes, de manière à ce que les personnes concernées ne soient pas ou plus identifiables. Donc ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment dans tout ce qui est statistique, recherche, ou genre de choses. C'est vrai que l'anonymisation, c'est la première solution. Ensuite, c'est sur le champ d'application territorial du RGPD. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le RGPD s'applique si la personne qui est responsable du traitement et qui gère les données ou un de ses sous-traitants est sur le territoire de l'Union européenne, ou si c'est la donnée qui concerne directement un résident européen. Donc, c'est pour ça que, pour le coup, même les grandes firmes américaines sont obligées de se plier à ça parce qu'elles traitent des données qui nous concernent, nous, Européens, et donc elles doivent se mettre en conformité par rapport à cette partie RGPD. Donc voilà, donc là c'était la première partie un petit peu plus théorique. La suite, l'idée c'est de vous expliquer la mise en conformité. Donc il y a plusieurs étapes à respecter pour se mettre en conformité.
et d'adapter vraiment ce discours sur le cas des maisons et centres de santé. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a déjà une question sur les premiers grands principes qui ont été évoqués? Je pourrais y répondre. Sinon, je continue. Je regarde rapidement. A priori, non. Bon. Bien, continuons. Donc, la mise en conformité. Pour se mettre en conformité, il y a 6 étapes à respecter. Alors, pour le coup, c'est des étapes, c'est fourni par la CNIL. Voilà, c'est la CNIL, il y a 6 étapes à respecter. Et on va les dérouler les unes après les autres. Et on fera un focus aussi sur les MSP. La première, c'est nommer un délégué à la protection des données, qu'on appelle un DPO. Donc là, d'après la CNIL, c'est obligatoire pour les maisons de santé si vous estimez que vous traitez des données de santé à grande échelle. Donc c'est vrai que je devais faire la présentation pour la PMSL avant le premier confinement. Donc j'avais soumis les questions à la CNIL en leur disant voilà, qu'est-ce qu'une donnée de santé à grande échelle? Et donc, ils nous avaient dit, au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes, on ne sait pas vous répondre et donner une règle précise pour dire quand est-ce qu'une MSP traite de la donnée à grande échelle ou pas. Donc, depuis, comme ça a été décalé, j'ai pu avoir l'information depuis, il y a une précision de la CNIL qui estime que la désignation d'un délégué à la protection des données, elle est nécessaire à partir du moment où, et là c'est très précis, on exerce en cabinet groupé, on a un système d'information commun, et on a un seuil annuel global de 10 000 patients. Et donc, si on coche toutes ces cases, on travaille ensemble, on a un outil système d'information commun et on a plus de 10 000 patients annuels, à ce moment-là, on est obligé de nommer un délégué à la protection des données. Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste ce rôle. Mais juste avant, pour le coup, ça m'intéresserait de faire un petit sondage, justement pour savoir si, dans le cadre de votre maison, de votre centre de santé, en général, il y a un système d'information commun, mais est-ce que vous dépassez ce fameux seuil annuel des 10 000 patients? Donc, c'est tout professionnel de santé, c'est au global. Et normalement, il y a une fonctionnalité de sondage dans l'outil de Visio. Et si on peut juste lancer un petit sondage, ça m'intéresse, parce qu'après, on verra que, au-delà de nommer un DPO qui est très simple, il y a d'autres contraintes aussi si on dépasse ce seuil des 10 000 patients. Alors, en fait, pour faire le sondage, donc je suis en train de regarder, mais en fait, il me semble qu'il faut le préparer en avance parce que. Alors, attendez, je cherche ça. Sinon, on pourra le relancer tout à l'heure, il n'y a pas de... Ok, ouais, je vous redis tout de suite. Globalement, j'avais la réponse à la première session où il y avait, je crois, les 3/4 qui dépassaient ce fameux seuil. C'est pour ça que j'ai recomplété justement deux, trois éléments dans le guide, parce qu'il y a quelques contraintes en plus. Il y aura un autre moment où je reparlerai de ça, on pourra rebondir à ce moment-là. Donc je continue. Donc, ce fameux DPO, délégué à la protection des données, qu'est-ce que c'est exactement comme rôle? En fait, c'est le chef d'orchestre de la conformité au RGPD. Donc, il a une mission, on va dire, d'information, de sensibilisation, de conseil, de contrôle en interne. C'est lui qui va être le garant qu'on respecte bien les règles. Ça nécessite forcément d'avoir un peu de compétences juridiques et techniques. Généralement, on fait en sorte que ce soit rattaché à une direction générale pour montrer que la protection des données personnelles est importante au sein de la structure. À l'époque, il y a un poste qui existait, qui était correspondant informatique et liberté, le CIL, donc c'est une évolution classique. À savoir aussi qu'il est possible de mutualiser, c'est d'avoir un DPO, par exemple, il y a plusieurs maisons de santé, vous choisissez d'avoir un DPO pour tout le monde, c'est possible. Vous pouvez aussi l'externaliser si vous le souhaitez. Sincèrement, par rapport aux besoins et ce qu'il y a à faire, pour vous, à part rapporter un coût supplémentaire d'externalisation, vous pouvez faire appel à un cabinet juridique, un cabinet d'avocats, il y a même des cabinets d'expertise comptable qui vous proposent de jouer le rôle de DPO. Mais en général, ça a un coût. Au final, il n'y a pas forcément, une fois qu'on est en conformité, il n'y a plus grand-chose à faire. Et avec toutes les clés qu'on va vous donner, l'idée, c'est que vous n'ayez pas besoin forcément de l'externaliser.
Donc, ce qui est important, c'est que ce fameux DPO, il n'est pas responsable en cas de violation de la réglementation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert de responsabilité. Ça reste au niveau de la structure, de l'organisation, du responsable du traitement, voire d'un sous-traitant, mais ce n'est pas sur le DPO qu'on va venir taper si jamais il y a une violation des données ou qu'il y a des règles qui ne sont pas respectées. Lui, pour essayer de faire en sorte que ce soit mieux, mais il le fait aussi avec les moyens qu'on lui donne, donc il n'est pas responsable. En général, on aime bien que le DPO il puisse agir en toute indépendance, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc en général, dans les grandes structures, pour l'exemple, on exclut les postes de direction, tout ce qui est direction générale, les directeurs médicaux, marketing, tout ce qui est lié au système d'information. On enlève ces grands postes-là pour être sûr que la personne puisse agir en toute indépendance. Forcément, quand on rentre dans le cadre d'une maison de santé, après ça devient un petit peu plus simple. Il suffit de voir les gérants, les associés, le coordinateur, les salariés. Bon, il va falloir trouver quelqu'un pour jouer ce rôle-là. C'est vrai que la personne qui s'y prête le mieux, c'est le coordinateur de la maison de santé, qui peut endosser ce rôle de DPO, parce qu'il a une bonne vision globale du fonctionnement des choses, et ça s'y prête très bien. Donc nous, c'est notre conseil. Pour le coup, après, une fois qu'on a choisi une personne qui endosse ce rôle de déléguer la protection des données, il y a besoin de le désigner officiellement auprès de la CNIL. Donc il y a un petit formulaire en ligne, il suffit d'aller dessus, il y a 3 étapes. Il y a quelques minutes qui suffisent pour finaliser la désignation. On demande uniquement les coordonnées de la structure et de la personne. Et après, c'est réglé, le DPO il est défini, et il est défini auprès de la CNIL. Donc cette première étape, c'est simple, et elle est validée dès que j'ai désigné, on va dire, un pilote au sein de ma structure et que je lui ai donné les moyens humains et financiers. Je lui ai alloué un petit peu de temps pour qu'elle puisse gérer la mise en conformité. Elle a tous les outils nécessaires. Ils sont pas bien, ça ne va pas chercher bien loin, mais globalement, l'étape là, c'est l'étape la plus simple. Je lui ai affecté tous les moyens humains et financiers et elle peut mettre en œuvre sa mission de DP. Donc ça, c'est la première étape, c'est je nomme un délégué à la protection des données qui est le pilote et qui est mon chef d'orchestre de mise en conformité. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être un petit peu le cœur du travail, mais là on verra ensuite que tout a été quasiment fait pour vous, c'est la cartographie des traitements de données. Donc on a vu ce qu'est un traitement de données, j'ai une finalité derrière, je récupère de l'information, pourquoi. Donc l'objectif, c'est, et ce que demande la CNIL, c'est de recenser dans un registre l'ensemble des traitements de données informatisés ou non informatisés. Et donc, pour le registre, pour chaque traitement, il doit bien préciser cette fameuse finalité, pourquoi j'ai de la donnée, la nature des données traitées, la localisation, où est-ce que je les stocke, c'est du papier dans une armoire, c'est dans mon logiciel, c'est à tel endroit. Le flux, identifier est-ce que ma donnée, elle transite ou pas. Quels sont les acteurs internes et externes qui s'occupent du traitement, globalement, qui a accès, est-ce que j'ai en interne, est-ce que j'ai des prestataires qui ont aussi accès, des sous-traitants, et combien de temps je conserve ces données. Donc mon registre, de façon assez synthétique, elle va me permettre de répondre aux questions pourquoi j'ai de la donnée, quoi comme donnée, où je la stocke, comment, qui a accès et jusqu'à quand. Donc de façon assez simple, ça va permettre de répondre à ces questions. Alors la tenue de ce registre, elle est obligatoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir ce fameux registre. Le registre, c'est la première chose qui est demandée en cas de contrôle de la CNIL, forcément, elle va venir s'il y a soit pour un contrôle, soit s'il y a eu un souci ou quoi que ce soit. La première chose qu'elle va demander, c'est donnez-moi votre registre de traitement des données personnelles pour savoir ce que vous traitez comme données et où, qui a accès, etc. Alors, il existe des solutions en ligne qui vous permettent de gérer des registres, des solutions payantes, mais sincèrement, si on regarde le nombre de traitements que vous avez à considérer, vos besoins, etc., dans les MSP, l'utilisation de fichiers Excel et Word, c'est parfait. C'est-à-dire que dans Excel, on a la liste des traitements, dans Word, on a le détail de chaque traitement, et tout ça, ça va vous être fourni et pré-rempli, et ça fait très bien le job. Il n'y a pas besoin d'aller payer des solutions externalisées pour aller stocker son registre. Ça, c'est parfois utile dans les grandes structures quand les choses sont très compliquées, qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent dessus, qu'il y a beaucoup d'actions correctives à mettre en place et à avoir un suivi et tout. Sinon, en Excel et en Word, c'est très bien. Et même la CNIL fournit des modèles Excel en Word pour tenir ces registres.
Voilà, donc le fameux fichier Excel, hein, où on a une référence, on a le titre du traitement, un responsable. Est-ce que globalement, et en synthèse, est-ce que mes données elles transitent à l'extérieur? Est-ce que j'ai des données sensibles ou pas? Et voilà. Et après, derrière chaque ligne, correspond un fichier détaillé, une fiche de traitement, qui permet de répondre à ces fameuses questions, où, pourquoi, comment. Et donc après, on coche les différentes cases, on explique le traitement, à quoi il est lié, quelles données ça concerne. J'ai le nom, j'ai le prénom, j'ai des données médicales, j'ai l'adresse mail, etc. Et puis on coche les cases, on explique, on dit que c'est stocké dans un logiciel, qu'il y a un prestataire qui y a accès, etc. Et qu'en interne, bah, c'est l'équipe de soins qui y a accès, c'est tout, que c'est sécurisé, que c'est crypté. On définit tout ça, et donc on a notre traitement. Là, c'est le cas du suivi des patients, mais on va lister comme ça tous ces traitements. Si on prend le cadre d'une MSP, voilà les exemples de traitement de données qui sont rencontrés. On a forcément la prise de rendez-vous, le point d'entrée, le suivi des patients, la gestion du recrutement, parce que on a des secrétaires, parce qu'on a un coordinateur, une coordinatrice. Donc tout ça, bah, on a une phase de recrutement, on a récupéré des CV, etc. On a tout ce qui est gestion du personnel, une fois qu'ils sont embauchés. Gestion du personnel et de la paye. Donc forcément, on a des informations personnelles sur eux. Des fois, même maintenant, avec les mutuelles, on a des informations éventuellement sur la structure familiale ou ce genre de choses. Il y a tout ce qui est lié à la CISA. On a des informations personnelles sur les différents associés. La sécurisation des locaux. Si j'ai des badges qui sont nominatifs, ben, globalement, je sais qui est là quand, donc forcément, c'est de la donnée. Si j'ai de la vidéosurveillance, c'est pareil. Et ensuite, on a tout ce qui est demande de renseignements. Bah, si jamais vous avez un site web avec un formulaire de demande de renseignement, de contact, et ben, vous récupérez de la donnée parce que la personne va laisser son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone ou des choses. Et bien, donc forcément, vous récupérez de la donnée. Donc ça, ce sont les exemples de traitement de données. On verra par la suite que toutes ces fiches-là de traitement de données détaillées ont été pré-remplies, moyennant après un ajustement selon le logiciel que vous utilisez, selon deux, trois points qu'il faut réajuster, mais on verra que tout ça, ça va justement, il y a tout le travail qui a été préfet et qui va vous être fourni. Donc, cette deuxième étape, elle est validée. Une fois que j'ai établi la liste de mes traitements, par finalité principale, et non par outil ou application, l'idée c'est vraiment de voir la finalité. C'est pas de dire j'ai des données à tel endroit. Non, c'est de dire pourquoi j'ai des données et quel est mon objectif. Que j'ai identifié mes sous-traitants qui interviennent sur chaque traitement. Que je sais à qui et où les données sont transmises, si jamais elles sont transmises à l'extérieur, ou si j'ai des échanges de données, que je sais où sont stockées ces données et que je sais combien de temps je les conserve. Ça, c'est une notion donc, qui est importante aussi, cette fameuse durée de rétention des données, sachant que dans le guide sera fourni pour chaque type de données combien de temps vous devez la conserver légalement. Ensuite, une fois que voilà, j'ai une bonne vision des données que je traite, grâce à mon registre des traitements, et il faut établir un plan d'action et l'exécuter. L'idée, c'est d'identifier les actions à mener pour se mettre en conformité sur tous les traitements du RGPD. Donc, on s'appuie sur le fameux registre des traitements. On regarde s'il y a des endroits où il y a des risques, et forcément, on va traiter ça en priorité. Et ensuite, on identifie s'il y a vraiment des traitements très risqués. Sachant que pour vous, le plus risqué, c'est forcément tout ce qui est données sensibles liées au patient, donc c'est tout ce qui est du patient. Alors, quelques exemples d'actions à mener. Donc là, on fait vraiment un focus sur les maisons de santé. Pour les données des patients, premièrement, il faut informer les patients, typiquement via un message en salle d'attente ou un document qu'on leur remet, pourquoi vous avez un dossier patient, quelle est la durée de conservation, qui a accès à ça, comment vous pouvez exercer vos droits. Si jamais il y a des réunions pluripro ou des réunions de concertation pluripro, les RCP, RPP, voilà, peut-être lui en parler, que voilà, on échange sur ces informations, mais que c'est pour son bien, etc. Donc, il y a une notion d'information des patients. Là, les modèles d'information aussi vous seront fournis. Ensuite, forcément, il faut sécuriser autant que possible les échanges entre professionnels de santé. Il faut sécuriser les accès aux données des patients. Alors, en général, comme c'est informatique, c'est bien sécurisé. Tant que le mot de passe n'est pas sur un post-it à côté du clavier, mais en général, disons que les outils informatiques font que les données sont cryptées, etc. Après, c'est vrai qu'il y a aussi, en général, on a un peu d'historique en papier. Celui-là aussi, il faut bien s'assurer que
l'accès aux dossiers patients en papier sont bien sécurisés. Il faut anonymiser autant que possible les exports des dossiers patients, si la finalité c'est de faire des statistiques, ou même quand on échange sur un cas d'un patient, si on peut l'anonymiser quand on échange, même si on sait qu'au final, on arrive toujours plus ou moins à voir de qui on parle, mais voilà, c'est toujours une bonne chose de l'anonymiser. Il faut vérifier les durées de conservation, et si on a des archives, les nettoyer quand on n'en a plus besoin. Ça peut éviter de la fuite de données. Si j'ai une vidéosurveillance à l'entrée dans des salles d'attente, il faut l'encadrer. Normalement, si on accueille du public, il y a une déclaration à faire au niveau du préfet. Il y a des messages d'information à mettre en disant qu'il y a une vidéosurveillance, etc. Et pour le coup, il faut aussi permettre l'exercice du droit de réclamation. Alors là, en général, ça se fait assez simplement. Si vous avez une page ou un site internet, il suffit de mettre un mail spécifique, une page spécifique sur internet, un mail RGPD qui va bien, et puis comme ça, toutes les demandes arrivent, et si jamais une personne veut récupérer une information ou quoi que ce soit, ça tombe directement dedans. Ça, c'était dans le cas des patients. Ensuite, dans le cadre de la maison de santé, on a aussi des salariés. Donc là aussi, on a des données personnelles sur les salariés, donc en général, on a des actions à mener. Alors des actions, ça peut être ajouter une mention explicative sur tout ce qui est, si on a un courrier type ou une réponse type pour les candidatures, expliquer aux gens que, voilà, peut-être que tout de suite, on n'a pas de poste, ça ne correspond pas à quoi que ce soit, mais qu'on va conserver son CV, parce qu'on veut se faire une petite CV Tech, et s'il y a besoin de le recontacter, parce qu'il y a une personne qui part ou quoi que ce soit, ça peut être utile. Il faut le prévenir qu'on va conserver son CV. Normalement, le CV, on conserve une durée maximum. Le CV, c'est une donnée qui vit. Les gens, après, ont des expériences, etc. Donc, c'est même plus à jour. Donc, globalement, un CV, si on veut se faire constituer une CV Tech, on peut le garder 2 ans, mais après, on est censé le supprimer. Puis après, il faut aussi expliquer à la personne qui a postulé qu'elle peut exercer ses droits de réclamation, etc. On envoie un mail à cette fameuse adresse mail, comme ça, c'est réglé. Ensuite, il faut sécuriser les accès au CV et aussi aux données RH. Est-ce que c'est dans un dossier informatique sécurisé? Est-ce que c'est dans une armoire séparée? C'est vrai qu'on a des CV, des contrats de travail, on peut avoir des dossiers mutuels, de l'arrêt de travail aussi, de la médecine du travail, les entretiens et les évaluations, les entretiens et évaluations annuels, on a des bulletins de paye, ce genre de choses, tout ça c'est de la donnée personnelle. Est-ce qu'on est sûr que c'est pas dans une armoire où tout le monde a accès? Est-ce que les choses sont bien cloisonnées? Est-ce que tout est bien sécurisé? Il faut fournir aussi une notice explicative RGPD aux salariés sur l'utilisation des données collectées. On vous récupère, on vous demande votre structure familiale, c'est pour la mutuelle, on vous demande le numéro de sécurité sociale, c'est pour ceci, c'est pour gérer la paye, etc. Il y a une note explicative. À chaque fois que je parle de note explicative, de mention d'explication, ça vous sera fourni. Mais voilà, il y a besoin d'échanger pour expliquer pourquoi. Si jamais il y a une vidéo surveillante, c'est pour votre sécurité, etc. C'est pas pour vous fliquer, pour expliquer tout ça. On peut faire signer aussi un engagement de confidentialité pour les salariés, les intérimaires, les stagiaires, ceux qui ne sont pas soumis forcément au secret médical. Ça permet aussi de leur expliquer, de leur faire prendre conscience qu'ils travaillent sur des données sensibles, qu'ils ont une vraie responsabilité aussi. Et donc, l'engagement de confidentialité, c'est une bonne chose pour aussi marquer les esprits. Régulièrement, si on a une CV Tech ou des dossiers RH, on fait un peu de nettoyage, un peu de ménage. J'ai vu des cas où même dans des maisons de santé, il y avait pas mal de remplaçants, ça tournait pas mal, donc ils ont mis en place un trombinoscope, mais qui dit trombinoscope dit droit à l'image. Donc on fait signer un petit papier en disant j'autorise qu'il y ait ma photo, qui est juste dans une salle qui n'est pas ouverte au public, mais qui est juste en interne pour que tout le monde se connaisse un petit peu parce qu'il y a pas mal de monde. Il y a une notion de droit à l'image à gérer. Si jamais il y a de la vidéosurveillance, comme je l'évoquais tout à l'heure, bien expliquer la présence et encadrer tout ça. Ensuite, pour tout ce qui est données liées aux associés, par exemple de la CISA, c'est de la même façon, il faut sécuriser les accès, parce qu'on a des données personnelles sur les membres de la CISA. Donc, est-ce que c'est dans un dossier informatique sécurisé? Est-ce que c'est dans une armoire séparée? C'est vrai que dedans, potentiellement, on a des documents comptables. Je sais que quand on rédige les statuts de la CISA, on demande des données personnelles. C'est vrai qu'après, tout le monde n'a pas des personnes qui seraient paxées, homosexuelles, donc peut-être pas envie que ça se sache, mais c'est marqué dans les statuts. Donc, le document, il doit être bien sécurisé et pas forcément accessible aux tout venants. Nettoyer régulièrement les données après le départ d'un associé et gérer le droit à l'image aussi en cas de trombinoscope. Donc voilà, ces données-là aussi, il faut, pour le coup,
y prêter attention. Et ensuite, si jamais vous avez des sous-traitants qui vous confient des données personnelles, ben voilà, en général, on essaye de rajouter une petite clause RGPD ou faire signer un papier pour être sûr qu'ils ont bien conscience qu'ils ont une responsabilité. Vous êtes aussi en droit de leur demander les moyens qu'eux ont mis en œuvre pour se mettre en conformité et respecter le RGPD. Donc c'est vrai que c'est souvent quand on a un logiciel tuile patient, qu'il y a un informaticien qui vient, ou ce genre de choses, bon, c'est aussi l'occasion de mettre à jour cette partie-là. Donc, cette troisième étape, elle est validée une fois que, globalement, comme j'ai mon registre de traitement et que j'ai vu tout ce qui n'allait pas, je corrige ce qui ne va pas, et donc j'ai mis en place les mesures pour protéger les personnes concernées par mes traitements. Alors, j'ai vu qu'il y avait un peu de discussion publique qui s'affichait. Donc, pour le coup, je propose éventuellement, avant de continuer, de refaire un petit point sur les questions. Alors, le lien pour déclarer le DPO, il sera dans la documentation, tout vous sera fourni, donc je vais tout terminer dedans, mais il n'y a pas de souci. Ça me paraît un travail énorme pour le coordinateur. Alors, globalement, mais ça on le verra après, il y a un travail, une charge de travail qui est inhérente à tout ça, c'est clair. Mais globalement, avec ce qui va vous être fourni, c'est quand même assez rapide de se mettre en conformité. Mais ça, on le verra après. Donc peut-être à rééchanger sur ce point-là, sur la charge de travail. D'expérience, je sais qu'au final, assez rapidement, on peut se mettre en conformité. Ensuite, oui, ça d'accord. Pour tout ce qui est diapo, tout ça, ça vous sera transmis, d'autant plus que pour le coup, si jamais il y a besoin de peut-être sensibiliser l'équipe ou ce genre de choses, avec ces diapos-là, vous pouvez faire un extract de ce qui vous intéresse et peut-être aussi faire de la sensibilisation après en interne. C'est vrai que dans le cadre de la maison de santé que gère ma femme, ils font tous les ans un petit séminaire rien qu'entre eux et je suis intervenu pour sensibiliser tous les membres de la maison de santé avec une présentation qui ressemblait un petit peu à ça, pour expliquer les tenants et les aboutissants et pour aussi qu'ils comprennent pourquoi il y a des choses qui étaient mises en place. Donc c'est vrai que vous récupérerez toute cette présentation. Juste, excusez-moi, il y a eu une question Oui. qui a été posée juste au-dessus, donc de Nathalie Pro. Est-ce qu'on comptabilise par rapport à la patientèle des médecins? Alors globalement, c'est plus large. C'est vraiment au global, sur l'histoire des 10 000 patients et le seuil, c'est vraiment tous les patients qui transitent. Alors, il parle quand on a un système partagé, donc après quand c'est partagé, globalement, c'est pas forcément que les médecins, c'est plus large. Et sinon, tant qu'il n'y a pas encore le système si c'est pas partagé, globalement, on sort du scope. Mais il me semble que ça fait partie de plus en plus des règles qu'il faut mettre en place dans le cadre des maisons de santé, c'était d'avoir le système d'information partagé. Je sais que les logiciels ne le faisaient pas et ils sont en train de se mettre aussi en ordre de bataille pour proposer les fonctionnalités. Mais globalement, c'était 10 000 et un système partagé. Que j'ai fait le tour des questions. Sinon, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Vous pouvez activer le micro, la webcam, échanger. Il n'y a pas de Oui, souci. il y a d'autres questions dans le chat. Est-ce que vous voyez les questions donc, de Charlotte Eric et de Elodie Gazo? C'est les dernières Alors, postées. lorsque le coordinateur exerce son activité à domicile et qu'il stocke chez lui les docs CISA, est-ce en conformité? Après, il faut s'assurer que globalement, les docs soient sécurisés. Donc, après, si c'est sous format papier, c'est pas mal si c'est sous clé. Si c'est sur un PC, il faut que ce soit verrouillé. Après, sur pas mal de fichiers, maintenant, assez facilement, on peut mettre un mot de passe pour le crypter ou assurer l'accès. Donc, globalement, il faut essayer de sécuriser au maximum. Après, on le verra dans les différentes règles. Voilà, c'est pas mal de bon sens aussi sur la sécurité. Le Dropbox oui, je vois qu'on parle de Dropbox, forcément ça fait débat parce que s'assurer que je suis pas sûr que Dropbox stocke ces informations directement en Union européenne. Je ne sais plus où sont leurs serveurs, mais c'est toujours un petit peu compliqué. C'est vrai qu'on a l'habitude des Google Drive, etc. par ici Microsoft et compagnie.
Bon, après, sur des documents, on peut aussi les crypter, c'est-à-dire que quand on les dépose, ben, on met un petit mot de passe dessus et puis ça peut permettre de sécuriser. Mais c'est vrai que c'est compliqué après le partage et l'échange de données. Après, il faut voir ce qu'on met dedans dans le Dropbox. Quelles sont les données, quels sont les fichiers et quel est le niveau de sensibilité aussi. Il y avait une question, une donnée traitée égale une fiche de traitement pour la maison de santé ou autant de fiches que de cabinets d'organisations différentes. Globalement, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment finalité. Après, on verra que c'est vrai qu'il y a ce problème il y a la maison de santé qui doit être en conformité, parce qu'elle est responsable de certains traitements, et potentiellement, après, chaque professionnel de santé euh, peut être, s'il a un logiciel rien que pour lui qui n'est pas partagé et qui n'a rien à voir avec la maison de santé, eh ben, globalement, il est responsable à son niveau et aussi à son niveau, il doit se mettre en conformité. Donc c'est vrai on a cette dualité de la conformité qui est autant au niveau de la maison de santé, mais aussi à titre individuel. Et donc après, il faut bien voir qui est la responsabilité de quoi. Si c'est du logiciel partagé, ben, ça remonte à la maison de santé. Si c'est du logiciel dédié, spécifique, que personne d'autre n'a accès et que donc pour le coup, c'est le professionnel de santé qui est responsable. Et on verra que à titre individuel, il faut aussi se mettre en conformité. Donc oui, après, bien voir, ça dépend vraiment de ce que vous déposez sur les différents drives en ligne, les Google Drive, les Dropbox. Euh, Forcément, si c'est pour faire des fichiers de statistiques, des exports, la première règle, c'est d'anonymiser. Si après, c'est des données RH ou ce genre de choses, voir ce qui peut être éventuellement encrypté ou pas. Après, vous pouvez aussi héberger ça si vous avez un bout d'infrastructure chez vous, un ordinateur. Voilà, on peut assez facilement mettre en place ça en interne avec des droits, des accès limités, restreindre les droits, ce genre de choses. Sinon, après, c'est vrai qu'il faut voir logiciel par logiciel. Est-ce qu'ils sont estampillés RGPD? Est-ce qu'ils respectent ça? En général, oui. Et puis, en général, ils ont commencé à mettre leur centre d'hébergement de données en Europe, justement, pour ces problématiques-là. Donc, en général, ça peut le faire. Mais il faut s'assurer que tout est bien sécurisé. Et c'est pareil, que les droits sont bien mis, que tout est bien mis en place. Cette notion de cloisonnement des droits, elle est très importante. Point suivant, la gestion des risques. Alors, si on a un traitement à risque, on est obligé de réaliser une analyse d'impact sur la protection des données, on appelle ça une AIPD. Globalement, c'est une analyse plus poussée d'un traitement spécifique, d'un traitement de données spécifique. Donc là, voilà, il y a la CNIL qui fournit un outil. Bon, après, il faut donner une description, une évaluation, une appréciation du risque. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Forcément, ce qu'on appelle un traitement à risque. Donc, globalement, c'est dès qu'il y avait au moins deux critères dans la liste suivante. Bon, si on prend vous, on va tout de suite être dans la collecte de données sensibles. Et après, on va être sur la population à la grande échelle. Mais ça encore, pour le coup, on va revenir à cette histoire de seuil des 10 000. Donc, globalement, si jamais vous rentrez dans ce cadre de professionnels qui exercent en cabinet groupé, qui partagent un système d'information commun. Donc après, s'il n'y a pas de système d'information commun, c'est une porte de sortie. Et que vous dépassez le seuil annuel des 10 000 patients, qui rentrent pour le coup dans ce système d'information, et bien pour le coup, il faut faire une analyse d'impact. Donc le traitement à risque pour vous, c'est forcément le suivi des patients. Comme cette règle est sortie il n'y a pas longtemps et que je n'avais pas de réponse de la CNIL, et que maintenant je l'ai, ce fameux seuil à 10 000, j'ai rajouté dans le guide une partie sur cette analyse d'impact pour vous expliquer comment la mener, ce qu'il faut faire, etc. Mais sachant qu'après, la CNIL fournit un outil, on installe, et puis il y a des cases à remplir, et puis ça permet d'évaluer le risque par rapport à un traitement. Donc cette étape-là, elle est complémentaire, nécessaire si on travaille sur de la grande échelle. Elle est un peu plus contraignante pour le coup, même si la CNIL fournit des outils, mais j'ai précisé dans le guide ce qu'il fallait faire. Après, ça ne concerne pas forcément tout le monde, hein, parce que s'il n'y a pas de système partagé, et moins de 10 000 patients, on passe à travers. Cinquième étape, c'est bon. Alors après, c'est vraiment plus lié pour les entreprises, mais c'est poser le cadre de gouvernance interne. Globalement, c'est d'être sûr qu'on a
mis toutes les procédures, les plans d'action pour être sûr que on garantit la protection des données personnelles en permanence. Globalement, c'est d'expliquer qu'au sein de la structure, dans les gènes, on fait bien attention aux données personnelles. Bon, là, c'est vraiment plus quand on est dans les grandes structures. Là, à partir du moment où c'est mis en conformité et qu'on s'assure de le rester, que pour le coup, il n'y a pas besoin de mettre en place plus de choses. L'idée, c'est vraiment de montrer que mon organisme sait quoi faire, à qui s'adresser en cas d'incident, mais ça, on l'a évoqué tout à l'heure. S'il y a un problème, c'est une déclaration à la CNIL et potentiellement, on prévient la personne concernée. Et puis, si on a les bons réflexes de protection de données, mais ça, toutes les clés, elles vont vous être données, et ça, on verra aussi que c'est beaucoup de bon sens. Ensuite, la dernière, mais qui est néanmoins très importante étape, c'est de documenter sa conformité. En fait, comme je l'ai évoqué au début, maintenant on a un principe de responsabilité. C'est vous qui êtes responsable de votre conformité. C'est plus une simple déclaration qu'on faisait au préalable à la CNIL. Donc en fait, en cas de contrôle, c'est à vous, en tant que structure, de prouver que vous avez mis en œuvre toutes les mesures nécessaires. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir une documentation qui soit complète, qui soit à jour et qui soit exportable facilement en cas de contrôle, parce que c'est ce qu'il va falloir donner à la CNIL si jamais il y a un contrôle. Alors, les contrôles, sincèrement, à moins qu'il y ait un gros souci, c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler, hein, on entend parler des grands cas quand la CNIL va taper sur les GAFA, etc. Après, il commence à y avoir quelques sanctions au niveau de l'Union européenne. J'ai en tête le cas de l'exemple je crois que c'est une clinique, un hôpital, il me semble que c'était au Portugal, où pour le coup, ils gèrent les dossiers patients forcément, mais quand ils ouvraient un accès, les mots de passe étaient simples, ils fermaient jamais les accès, même si la personne venait travailler une journée, les droits n'étaient pas cloisonnés, donc n'importe quel professionnel de santé voyait tout le contenu de tout le dossier patient de tout le monde, et donc ils se sont fait retoquer là-dessus parce qu'ils estimaient que voilà, les droits n'étaient pas bien gérés, pas bien cloisonnés, et que ça n'avait pas mis en place ce qu'il fallait. Donc je ne sais plus à combien allait l'amende, c'était quelques centaines de milliers d'euros. Mais pour le coup, il y a des cas qui commencent à sortir sur des gens qui font un petit peu n'importe quoi. Donc après, si on respecte un peu les règles et qu'on essaie de faire les choses bien, il n'y a pas de raison qu'il y ait de souci. Donc voilà, on a besoin d'avoir une documentation complète, actualisée et exportable si nécessaire. La documentation, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Eh ben, le fameux registre des traitements, le point le plus important. Si jamais il y a des données qui transfèrent en dehors de l'Union européenne, il faut bien le préciser, mais en général, en ce qui vous concerne, en dehors d'un hébergement, d'un logiciel de suivi patient ou de prise de rendez-vous qui sera à l'extérieur, sinon vous n'êtes pas trop concerné par ce point-là. Bien préciser aussi tout ce qu'on a mis en place sur l'information des personnes, les mentions d'information, comme on a expliqué aux gens qu'on avait des données, les salariés, les patients, tout le monde, comment on a informé tout le monde. Quelles procédures on a mis en place pour l'exercice du droit, pour les fameuses réclamations. Et puis après, si jamais j'ai des contrats avec mes sous-traitants, je mets les différentes clauses que j'ai mises, mes procédures aussi en cas de violation des données, etc. Donc voilà, donc il faut avoir une documentation propre et complète. Donc ça, on verra aussi comment le gérer. C'est vrai que cette étape, elle est validée lorsque ma documentation démontre que je respecte les obligations prévues. C'est vrai qu'il y avait une citation de Pierre Verdry qui disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Ça avait été repris par Jean Cocteau à une époque. Si on le fait en version moins glamour et version RGPD, c'est qu'il n'y a pas de preuve de conformité, il n'y a que des preuves de conformité. Autrement dit, sans preuve, on ne pourra pas prouver que vous avez tout mis en œuvre et que vous êtes conforme. C'est à vous de le prouver. Voilà pour ces fameuses 6 étapes. Donc là, c'était la théorie un peu plus ciblée. Et maintenant, je vais évoquer le fameux kit d'accompagnement. Donc, c'est là où je vais essayer de commencer à vous rassurer un petit peu. Là, vous avez dû voir une grosse charge de travail. Et là, je vais essayer de vous montrer que le gros du travail a été fait et il va vous être fourni et que ça va être beaucoup plus simple pour vous de vous mettre en conformité. L'objectif du kit de mise en conformité, ça va être de faciliter forcément la mise en conformité. C'est vraiment dédié, ciblé pour les maisons et les centres de santé. C'est adapté pour vous. Pour le coup, c'est issu aussi d'un retour d'expérience de mise en conformité de MSP. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps et de vous rendre autonome. Donc, in fine, de limiter les coûts de mise en conformité. C'est vrai que quand on voit tout ce qu'il y a à faire, s'il faut remplir toutes les fiches de traitement, etc.,
Si chacun le fait, ça prend du temps, mais comme on voit que vous avez tous les mêmes traitements, globalement, il y a moyen de remplir plus qu'un squelette, de remplir toute la fiche de traitement, et puis après juste de vous demander de les adapter. L'idée aussi, c'est de vous guider étape par étape. On voit qu'il y a beaucoup de choses, on voit qu'il y a les 6 fameuses étapes, mais voilà, c'est de vous dire, au premier je fais ça, ensuite je fais ça, et ensuite je réponds à ces questions-là. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Alors, on a un espace d'échange, c'est le moment si vous en avez, mais sinon, dans le guide, l'idée, c'est de répondre à tout ça. Et sinon, s'il y a des questions à se poser, c'est de vous poser la bonne question à un moment, parce qu'il faut la prendre en considération et que la réponse est importante. Ensuite, c'est de vous donner toutes les informations utiles. On a parlé de durée de conservation, de procédures spécifiques à suivre. Donc tout ça, c'est dedans. Ça vous évite d'aller chercher l'information. Et ensuite, de vous fournir tous les modèles documents nécessaires et pré-remplis. Donc le fameux registre des traitements, les mentions spécifiques, les informations, les clauses, tout ça, ça va vous être fourni dans les formats Word pour que vous puissiez les modifier. Il n'y a plus qu'à mettre votre nom ou 2-3 informations et hop, vous avez votre mention dans la salle d'attente. Pour les salariés, hop, il y a directement les mentions, etc. Vous avez tout ce qui va bien qui est donné. Alors, il y aura toujours un travail et une charge pour chaque maison de santé, parce que chaque maison, chaque centre est différent. Nous, ce qu'on a cherché, c'est de le minimiser et de vous rendre autonome. C'est-à-dire, c'est de faire tout ce qu'on pouvait mutualiser, on l'a fait. Et maintenant, après, c'est à vous de compléter les 2-3 éléments. Et puis après, en fonction de là où vous stockez vos données, s'il y a encore du papier ou pas, on va vous dire, là, il faut sécuriser, il faut avoir des armoires différentes, il faut détruire, il faut, etc. On va vous le dire, mais après, voilà, vous avez aussi des fonctionnements différents. Donc, il faut adapter un petit peu parce que même dans un registre de traitement, si vous avez du papier, il faut préciser que vous avez du papier. Si c'est informatisé, il faut le préciser. Mais au moins, toute la définition, tout le pourquoi, la finalité, tout ça c'est déjà pré-rempli. Donc le contenu, le fameux guide pratique, il doit y avoir, je ne sais plus, j'ai retouché un peu cet après-midi, il va y avoir en 22 pages, donc suivez les 22 pages et puis après vous êtes globalement conforme. Je fournis dedans tout ce qui est texte de référence, ça c'est pour passer une bonne soirée au coin du feu. Des documentations un peu plus ciblées de la CNIL, des différents ordres qui précisent des choses. Il y aura cette présentation aussi RGPD. Comme je l'évoquais, ça peut être pratique pour faire de la sensibilisation en interne. C'est vrai qu'après, les gens voient parfois dans la mise en conformité un coup du temps à passer en disant ça ne sert à rien, mais bon, voilà, ça peut permettre un petit peu d'expliquer aussi les choses et de poser les choses. Et ensuite, il y aura tous les modèles pré-remplis de registre de traitement avec les fiches détaillées, d'informations aux patients, aux salariés, aux candidats, de politique de confidentialité si jamais vous avez un site internet, d'engagement de confidentialité, aussi de fiches de présence, parce que si jamais vous faites une présentation en interne sur la partie RGPD, voilà, ça montre que vous avez une démarche de sensibiliser les salariés, les associés, les collaborateurs sur ce qui est la protection des données personnelles. Vous faites signer une petite feuille de présence lors de cette présentation, et puis en cas de contrôle de la CNIL, vous montrez que voilà, vous avez fait une formation à l'interne, vous avez fait une sensibilisation, et ça montre votre démarche aussi. Donc voilà, tous les modèles là seront fournis. Donc, juste avant que je vous le présente, parce que comme ça vous évite un petit peu de le découvrir, et je repasse le sommaire, les différentes rubriques. Alors, ça va recouper ce qui s'est dit, mais je passe un petit peu de temps pour vous le présenter. Juste avant, en fin de présentation, vous retrouverez aussi tout ce qui est acronyme et définition, parce que forcément, chaque environnement a ses propres acronymes et ses définitions. On a parlé de DPO, d'AIPD, etc. Donc, comme ça, il y a une petite synthèse. Différents outils qui sont disponibles, où on redétaille les 6 fameuses étapes, des guides de la sécurité, sachant que quand il y avait des PDF derrière, ça a été remis aussi dans le kit après. Et oui, il y a juste aussi un outil qui est pas mal sur l'ANAP, qui fournit des kits RGPD aussi, mais qui est un autodiagnostic de la mise en conformité. Et globalement, ça permet il pose des questions. Est-ce que vous avez fait ça, 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 hop. Rien que le fait de dire que vous avez été sensibilisé ce soir, ça va vous donner un niveau de maturité, un niveau d'avancement dans votre démarche RGPD. Et après, il suffit de répondre aux différentes questions. Et ça vous dit, voilà, vous avez un niveau de 90% de maturité sur la partie RGPD. Ça permet un peu de vous situer, savoir où vous en êtes sur cette mise en conformité. Donc c'est vrai que l'outil d'autodiagnostic est pas mal, parce que ça permet un peu de savoir si on est loin, si on a déjà fait plein de choses, et où est-ce qu'on en est un petit peu. Donc voilà. Donc,
cette présentation en mode PowerPoint, c'est tout. On peut refaire un point d'étape si jamais il y a des questions. Et l'idée après, c'est de vous présenter le contenu du guide. Alors là, on sera plus en mode PowerPoint, donc peut-être un peu moins adapté à la présentation, mais ça vous évitera de le découvrir tout seul dans votre coin. Et j'essaie de continuer de vous rassurer pour vous montrer qu'on a pensé à tout. Alors, je ne présenterai pas parce qu'on les a pas remis en PDF, mais les différentes, le registre et les différentes fiches détaillées pour les traitements. Mais soyez rassurés, toutes celles que j'ai listées, pour le coup, sont fournies, sont remplies. Et je pense qu'en changeant 2-3 valeurs à 2-3 endroits, vous avez votre registre des traitements qui est prêt et qui est réglé. Donc cette étape-là aussi, soyez rassurés à ce niveau-là, tout le travail a été fait. D'écrire les finalités, savoir les données qui sont gérées, de qui accède, etc. Tout est rempli et il n'y a plus qu'à ajuster ou corriger si nécessaire, mais le plus gros du travail est fait. Alors, avant qu'on repasse sur le kit, est-ce qu'il y a des questions encore? N'hésitez pas si vous voulez activer le micro. On n'est pas nombreux, donc ça simplifie aussi. Je vois qu'il n'y a rien dans la partie discussion publique. OK. Au niveau de la PMSL, est-ce qu'on peut re-switcher sur le deuxième document? Oui, je vous le mets tout de suite. Désolée, il y a eu la petite manip pour le mettre. Pas de souci. Alors, je vais en profiter juste en attendant. Donc, juste pour la culture. Donc, c'est vrai que, comme je le disais, tout ça, c'est le fruit aussi de la mise en conformité d'une maison de santé. Donc, c'est vrai qu'une fois que moi, j'ai créé tous les documents, etc., après, j'ai dû faire 2 réunions, peut-être de 2-3 heures avec la coordinatrice pour qu'on revalide le contenu des fiches, qu'on voit les actions à mettre en place, parce que les données n'étaient pas sécurisées dans une armoire et que les dossiers RH étaient accessibles à tous les salariés, alors que normalement c'est juste pour les référents RH ou les gérants, des choses comme ça. On a acté une liste d'actions à faire, mais globalement, moi, je suis intervenu, on a échangé pendant 2-3 heures. Après, il y a eu un peu de travail à côté, mais la masse de travail, elle n'est pas phénoménale. Pour le coup, même si tout ce que j'ai dit qui est très théorique et peut faire peur, pour le coup, il faut relativiser, on va dire. Et c'est vrai que c'était assez rapide de se mettre en conformité avec tout ce qui va bien. Alors oui, je suis désolé pour la présentation, c'est vrai qu'on a tous des écrans plus en mode paysage et là on va passer un petit peu en mode portrait. N'hésitez pas à passer en mode plein écran, normalement il y a juste en dessous les 4 petites flèches pour passer en mode plein écran. Ce que je vais faire aussi, donc le fameux guide. Différentes étapes. Je vais les dérouler avec vous. Si jamais c'est des choses qui sont un peu en redite, je passerai un peu rapidement, mais comme ça au moins ça permet de couvrir un petit peu tout, comme on a un petit peu de temps encore. Donc les objectifs, j'espère que tout le monde les a compris. Le premier, c'est je prépare ma documentation de mise en conformité. Donc globalement, où stocker ma documentation, ce qu'on évoque là-dedans, vous créez, si vous avez un répertoire partagé quelque part sur un ordinateur, vous créez une arborescence RGPD, dedans vous mettez les clauses contractuelles, les différentes documentations. Globalement, c'est la structure de ce que j'avais fourni à la CNIL, un endroit où il y a les registres. Donc, voilà, vous créez vos différentes sections, sous-sections, les dossiers. Comme ça, en cas de contrôle, un copier-coller, on donne tout à la CNIL, il n'y a pas de souci. Forcément, on n'oublie pas d'inclure tout ça, parce que quand même, c'est le fruit d'un travail. Donc, on fait une copie de sauvegarde régulièrement. On l'intègre dans la sauvegarde, on fait une copie. Et voilà, donc, globalement, où stocker ma documentation, c'est très simple. Pas besoin d'un logiciel externalisé ou quelque chose, une solution de mise en conformité sur Internet. Vous stockez tout ça sur un disque qui est bien sécurisé et il n'y a pas de souci. Surtout bien sauvegardé, parce que là, normalement, on n'a pas de données personnelles à ce niveau-là, c'est vraiment de la documentation.
Ensuite, donc, on nomme le délégué à la protection des données. C'est vrai que, bon, je sais que les coordinateurs ont beaucoup de choses à faire, mais c'est un rôle qui peut bien coller. C'est vrai que si on commence à aller vers les gérants, ben, il y a un côté, je suis un peu jugé parti, donc c'est un peu plus compliqué. Après, sincèrement, je pense pas qu'on vous embête sur le fait d'avoir nommé un tel ou un tel, parce qu'on sait que dans une structure où il y a un nombre limité de personnes, bah forcément, on a fait au mieux. Et donc voilà. Donc pour rappel, c'est obligatoire. Donc si on dépasse le fameux seuil des 10 000 patients avec un système d'information commun, c'est-à-dire on est obligé de le faire. Je rappelle un petit peu les règles de trouver la bonne personne. Et puis ensuite, bah, je l'inscris sur ce fameux site en ligne. Et trois étapes. On me demande mes informations sur la structure, les informations sur la personne, et c'est ça. C'est réglé. Je rappelle qu'il n'y a pas de transfert de responsabilité et que si quelqu'un endosse le rôle de DPO, il ne sera pas responsable. On ne pourra pas revenir vers lui s'il y a des soucis. Ensuite, on cartographie les traitements de données personnelles. Donc, quel outil on utilise? Eh ben, je leur donne le fichier Excel qui est déjà rempli et puis les différents fichiers Word qui sont fournis. Donc, c'est les modèles fournis qui contiennent les exemples qui sont rencontrés dans le fonctionnement classique de maisons de santé. Je rappelle qu'il est nécessaire de les ajuster ou les compléter. Vous les reparcourez, vous complétez. Forcément, il y a un moment, il va falloir dire dans quel logiciel on utilise pour la prise de rendez-vous, qu'est-ce qu'on utilise pour le suivi patient. Il faut mettre le nom du logiciel, est-ce que c'est en interne ou pas, et puis quel prestataire s'en occupe. Mais globalement, après, ces outils-là ont la même finalité, ils stockent les mêmes données, les mêmes informations, donc tout ça, c'est déjà rempli. Ensuite, si jamais, il peut y avoir aussi une réflexion, parce que peut-être que vous avez des traitements de données qui ne sont pas dans la dizaine qui sont fournis et qui sont pré-remplis. C'est vrai qu'il y a toujours deux façons d'identifier les traitements de données personnelles. C'est déjà d'avoir une réflexion par finalité. Donc je me demande pourquoi j'ai des données personnelles et qu'est-ce que j'en fais. Et ça, c'est parfois un peu compliqué. Donc c'est vrai qu'on a toujours une réflexion plus par lieu de stockage en disant ah bah tiens, à tel endroit, j'ai des informations personnelles. Mais globalement, une fois qu'on a identifié le lieu de stockage, il faut toujours rebondir pour retrouver la finalité. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on a ce principe de une finalité égale un traitement. Tandis qu'un lieu de stockage, il peut être utilisé aussi pour plusieurs finalités. Donc c'est vrai qu'il faut toujours, à la fin, aboutir sur une finalité pour en définir le traitement. Donc, oui, je rappelle, tout ce qui est prise de rendez-vous, c'est pré-rempli, suivi des patients, gestion du recrutement, du personnel et de la paye, surtout qu'il y a un peu de spécificité, parce qu'on envoie des infos à droite à gauche, gestion des CISA, sécurisation des locaux, demande de renseignements, donc tout ça, c'est prédéfini, tout est pré-rempli, donc ça, c'est mis à disposition. Je rappelle aussi que c'est vrai que donc, la maison de santé doit être en conformité, mais aussi chaque professionnel de santé doit l'être à titre personnel. Donc après, c'est vrai qu'il y a une réflexion aussi personnelle. C'est aussi pour ça que ça peut être intéressant de faire une sensibilisation peut-être un petit peu plus globale en interne, parce qu'il faut bien identifier les traitements qui relèvent de la maison de santé, qui lui sont propres et pour lesquels elle est responsable. Et ensuite, à chaque professionnel de santé de se poser lui aussi sa question de sa mise en conformité, et en suivant les mêmes principes et globalement les mêmes méthodes. Sachant que, bien sûr, par exemple, une personne même qui exerce en cabinet libéral seule, même si elle a plus de 10 000 patients, pour le coup, elle ne rentre pas dans le cadre de il faut un DPO, c'est beaucoup plus simple quand on est à titre personnel, c'est moins contraignant. Mais il y a cette question aussi à se poser parce que si j'ai des informations sur mon ordinateur et que je n'ai pas sécurisé et que mon mot de passe est sur un post-it à côté, si jamais on vole mon ordinateur, c'est moi qui suis responsable à titre personnel et pas forcément la maison de santé. Donc il y a ces deux points à chaque fois à avoir à l'esprit. Ensuite, comment j'emplis mon registre des traitements? Je vous rappelle un petit peu ce qu'on retrouve dedans, en expliquant chaque point. Et puis comment remplir ma fiche détaillée? Si j'ai un nouveau traitement, il y a le modèle vierge qui est fourni. J'espère que vous n'aurez pas à l'utiliser et qu'on aura bien pensé à tout. Sinon, voilà, il est là. Et puis après, c'est assez simple aussi à remplir, sincèrement. On demande une finalité, une explication, et puis après il y a des cases à cocher pour dire j'ai ça, ça, ça comme données, ça sort de l'Union européenne, oui, non, qui y a accès, pourquoi, comment j'ai sécurisé, et puis voilà, pas mal de bon sens, et puis ça, bon, quand on en a plusieurs à faire, autant le mutualiser, mais sinon s'il faut en remplir une en plus, c'est pas impossible non plus. Ensuite, les bonnes questions à se poser sur comment identifier les non-conformités. Donc en fait,
on va reprendre en reprenant les grands principes et en se posant les questions, c'est de savoir à chaque fois, par exemple, est-ce que la personne concernée est au courant que ces données sont collectées? Est-ce qu'elle sait pourquoi je les ai collectées? Est-ce qu'elle sait quelle est sa durée de conservation? Est-ce que j'ai eu son consentement si c'était nécessaire? Est-ce que j'ai bien demandé que les données qui me sont nécessaires? Est-ce qu'elle sait comment faire une réclamation? Donc ça reprend ce qu'on a déjà évoqué. Est-ce que tout est sécurisé, informatique papier? Est-ce que seules les personnes qui ont le droit d'y accéder peuvent y accéder? Ça, c'est souvent ce qui est problématique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une salle d'archives ou une salle de rangement dans laquelle on met tout, et puis après, bah, tout le monde peut y accéder, mais bah, des fois, c'est peut-être pas mal d'avoir une ou deux armoires différentes avec seulement les bonnes personnes qui ont la clé et que tout le monde ne puisse pas y accéder. Si jamais c'est informatique, c'est plus simple. On peut créer des dossiers avec différents droits dessus. Il y a un dossier RH qui est spécifique, qui est accessible que pour la personne qui s'occupe des RH, les gérants, mais tout le monde n'y a pas accès. Pareil, le dossier qui est lié à la CISA, bah, on limite les droits. Si jamais je fais appel à un sous-traitant, est-ce que j'ai bien ajouté une clause dans mon contrat? Donc voilà, donc il suffit de reprendre les différentes questions, puis voir si c'est bien géré ou pas. Puis sinon, bah, faire l'action qui va bien. Est-ce que je supprime bien les données après leur durée de conservation? Les données seront remises derrière. Donc après, on cible comment informer les personnes concernées. Bah, pour les salariés, hop, donc on réexplique. Et puis bah, voilà, il y a un modèle d'information salarié qui doit être complété, fournir, leur rappeler les règles de sécurité appliquées. Il faut s'assurer qu'il y a bien une clause de confidentialité ou que bon, ça rentre dans le cadre du secret médical. Est-ce que je fais signer des engagements de confidentialité? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui passent, etc. Donc, on reprend les différents points. Et puis là, à chaque fois, ben, si vous êtes dans le cas concerné, hop, il y a le modèle, vous mettez en place, et puis hop, l'action est traitée, c'est terminé, et puis on n'en parle plus. Pareil pour les patients, où pour le coup, il y a juste la mention d'information. À bien avoir toujours à l'esprit cette histoire de recueil du consentement, si jamais ça sort de l'équipe de soins. C'est une notion qui est importante, mais pour le coup, j'ai remis dans l'ensemble des documentations ce qui avait déjà été communiqué, ce qui était très, très précis et très clair communiqué par la PMSL. Donc j'ai remis dedans. Pareil, si j'avais pour les candidats, ben voilà, le modèle pour l'information candidat, quand vous avez envoyé une réponse à un CV, ben directement vous mettez la clause qui va bien, et comme ça, copier-coller, puis on oui, je refais un focus sur le recueil du consentement des patients lorsque c'est nécessaire. Quand je réexplique bien un petit peu la différence, c'est ce que j'évoquais juste avant. Est-ce que j'ai besoin de mettre à jour des contrats? On réévoque dans quel cas, et puis si jamais vous avez un sous-traitant, voilà, il y a le petit modèle pour lui demander, s'assurer qu'il respecte la partie RGPD, et que s'il y a besoin, vous mettez une clause, et la clause est fournie dans le contrat, vous faites signer, et puis c'est réglé. Comment permettre aux utilisateurs d'exercer leur droit de réclamation? Donc forcément, le plus simple, comme je l'évoquais, c'est si vous avez un site internet, pour le coup, vous mettez une petite mention. En général aussi, quand on a des mentions d'information, que ce soit pour les patients en salle d'attente ou quoi que ce soit, bah, il y a toujours le petit cartouche à la fin qui dit pour toute demande, envoyer. Et puis en général, on met une adresse et une adresse mail, et comme ça, on le remet à chaque fois. Et ça, il y aura juste à recompléter, mais ce qui permet de récupérer le flux, qui ne devrait pas être très violent en termes de demande ou de réclamation, on est d'accord, mais ça fait partie des règles à respecter. Comment sensibiliser aussi donc, les équipes en interne au RGPD? Alors c'est aussi pour voilà, parce que peut y avoir une sensibilisation à l'instant T, et puis après, bah, voilà, les équipes évoluent, changent, il peut y avoir un peu de turnover au sein des salariés, donc bah, il faut resensibiliser éventuellement une personne qui s'occupe du secrétariat ou un nouveau salarié. Bon, bah, voilà, il suffit de reprendre les grands principes, de réextraire de cette présentation de sensibilisation les grands principes du RGPD. Puis vous faites même au passage signer une fiche de présence pour faire valider que la personne a bien été sensibilisée. Et puis, enfin, voilà. Vous maintenez tout le monde au même niveau d'information, même les nouveaux arrivants au sein de l'équipe. Comment sécuriser les données personnelles? Donc forcément, là, c'est un point qui est important. Pour les données informatiques, est-ce qu'elles sont accessibles qu'aux personnes habilitées? Si nécessaire, on peut créer plusieurs profils sur un ordinateur avec des droits différents. On peut utiliser des répertoires partagés avec des droits spécifiques. Est-ce que
quand j'ai une session informatique, elle se ferme automatiquement quand les personnes sont plus devant leur poste. Si la personne de l'accueil s'absente, on est sûr que s'il n'a pas verrouillé son poste, et au bout de 3 minutes, ça va se verrouiller tout seul. Est-ce que tous les accès des personnes qui ont quitté la maison de santé ont bien été supprimés? Est-ce que la force du mot de passe est suffisante? Alors forcément, la recommandation de la CNIL, c'est 12 caractères avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Donc, on n'est pas obligé de faire trop compliqué, mais que voilà, qu'il y ait une vraie force et que ce soit pas trop simple et qu'on est sûr que c'est pas sous un post-it sous le clavier ou trop simple à trouver. Est-ce que de temps en temps, voilà, on met à jour le mot de passe pour être sûr que si une personne est partie ou quoi que ce soit, le mot de passe a été changé. Les éléments de base de sécurité au niveau de l'ordinateur, est-ce que alors, discuter avec le responsable, le prestataire ou le responsable d'informatique, mais est-ce qu'il y a un antivirus qui est à jour? Est-ce que mon système informatique est à jour pour être sûr qu'il n'y ait pas de faille? Est-ce que j'ai une bonne sauvegarde aussi? Et puis c'est vrai que pour le coup, c'est une vraie problématique aussi de savoir que la sauvegarde en tant que telle contient de la donnée. C'est-à-dire que forcément, il faut que le système soit sauvegardé dans un lieu en général différent pour éviter tous les problèmes liés au feu ou autre. Mais bon, une fois que c'est dans un lieu différent, il faut aussi que ce soit sauvegardé. Donc c'est vrai que des fois, pour sauvegarder, on met un disque, hop, ça pousse sur un disque externe et puis on repart avec en se disant si jamais il y a un vol ou quoi que ce soit, j'ai mon disque externe. Bon, il faut aussi la sécuriser en termes d'accès. Si on utilise des données pour faire des statistiques, forcément, on anonymise. Ça, c'est la première règle pour les exports. C'est vrai que des fois, on vous demande des comptages sur tel type de patient ou quoi que ce soit. Dès que ça sort dans Excel, on enlève la colonne avec les noms, prénoms, tout ce qui permet de retrouver pour anonymiser. Est-ce qu'on utilise des moyens de communication sécurisés? Est-ce que je crypte ou je protège mes documents envoyés par l'utilisation de mots de passe? Bon, après, il y a les API cryptes qu'on utilise pour échanger. C'est vrai que même des fois, on a l'habitude d'échanger, on envoie des photos. Bon, quand on envoie une photo, on s'arrange pour forcément qu'il n'y ait pas le patient dessus, qu'on envoie juste s'appeler pour avoir un avis ou quoi que ce soit. Bon, tant qu'on n'a pas d'information qu'on a juste une plaie ou quoi que ce soit, c'est anonyme et ça pose pas de soucis. Mais ce qu'il faut avoir aussi conscience, c'est que ces aspects-là, même au sein de la CNIL, ça reste aussi à géométrie variable. Parce que quand le Covid est arrivé, qu'il y avait des problématiques pour les gens pour se déplacer, pour aller dans les maisons de santé, etc., la première chose qui a été faite, c'est de dire vous pouvez faire de la téléconsultation avec du WhatsApp, du FaceTime, ce que vous voulez, ce qui est en théorie pas autorisé parce que pas crypté, pas sécurisé, etc. Mais face à une période d'urgence, il y a des règles qui ont été réadaptées et qui ont été autorisées, alors que dans le concept et dans les grandes théories des RGPD, on ne peut pas faire ce genre de choses. Mais ça a été autorisé temporairement, on va dire. Oui, donc ça revient à tout ce qui est accès. Oui. Aussi, si j'ai des accès depuis mon téléphone ou ma tablette à des données, est-ce que c'est bien sécurisé? Pareil, des fois on a l'habitude pour accéder à son poste à distance parce que on a un SaaS ou un interne qui travaille ou ce genre de choses, on a un team viewer sur son poste. Bon, s'assurer que l'accès distant sur son poste, qui pour le coup est une ouverture sur l'extérieur, tout ça, que ce soit bien sécurisé aussi, que ce soit à jour, qu'il y ait les mots de passe qui vont bien, parce que globalement, c'est une porte ouverte sur l'extérieur qui permettrait d'accéder à des données de santé. Si j'échange des données via des supports mobiles, tout ce qui est clé USB et disque dur externe, voilà, ça prend 2 secondes dans Word ou dans Excel de mettre un mot de passe. Quand on l'enregistre, on rajoute un mot de passe, ça crypte, ça sécurise les choses. Quand j'en ai plus besoin, voilà, si c'est juste un transfert d'un poste à un autre, je ne le laisse pas sur la clé USB et j'oublie pas de le supprimer. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de bon sens dans tout ça. C'est des petites règles à appliquer, mais je ne laisse pas sur la clé USB si c'est juste pour transférer entre 2 postes. Pareil pour tout ce qui est données papier. Donc en général, c'est vrai que là aussi, il peut y avoir des failles parce qu'on a l'habitude de tout ranger dans un même classeur, au même endroit. C'est plus difficile de cloisonner les droits et de limiter les accès. Mais est-ce que mes données papier ne seront accessibles qu'aux personnes habilitées, que ce soit pour les recrutements, les stagiaires, les intérimaires, les salariés, les associés, les patients? Est-ce que tout ça, c'est bien à des endroits peut-être différents, avec des clés différentes, ou après, ça peut être des armoires à code aussi, il y a juste les bonnes personnes qui ont le code, ça peut éviter le problème des clés, mais être sûr de cloisonner tout ça. Est-ce que c'est bien rangé dans des armoires fermées? Est-ce que j'ai plusieurs armoires en fonction de la confidentialité? Est-ce que mes locaux aussi sont bien sécurisés? En général, dire que c'est la base, d'autant plus qu'il y a du matériel dedans.
Cette fameuse analyse d'impact dans le cas de la grande échelle et de la donnée sensible. Donc voilà, je redonne le lien vers le logiciel de la CNIL. Ça, c'est vraiment, sincèrement, faites tout le reste. Et puis à la fin, vous passez là-dessus s'il y a besoin. C'est la chose à faire en dernier point, parce que c'est vraiment, de toute façon, c'est une analyse plus poussée. Donc, il vaut mieux se mettre en conformité partout, et puis après faire cette analyse pour qu'elle dise que c'est bon, plutôt que de la faire au début, et puis qu'elle dise il y a plein de points à corriger, qui seraient évoqués dans ce présent document. Donc voilà, donc je rappelle. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait cette analyse, par rapport à, je sais que j'étais retombé sur un article, je crois que c'était l'Ordre des médecins, mais qui disait que vous n'êtes pas obligé de leur soumettre le résultat de l'analyse, vous pouvez leur envoyer pour avis, si vous le souhaitez. Et puis sachez que vous pouvez aussi, il faut le soumettre à la CNIL. Si l'analyse présente des risques, vous pouvez leur soumettre. Donc, dans tous les cas, vous pouvez leur envoyer, puis vous ferez un retour dessus. De toute façon, vous faites l'analyse avec leur outil, donc après, ils sauront s'en débrouiller et gérer ça. Ensuite, c'est vrai qu'il y a, une fois qu'on est mis en conformité, ça peut être fait assez rapidement, il faut gérer sa conformité au quotidien. Donc, globalement, la question c'est qu'est-ce que je dois faire pour rester en conformité? C'est-à-dire que là, voilà, je me mets en conformité. Dans un an, qu'est-ce que je dois faire pour rester en conformité? Donc, je l'avais évoqué tout à l'heure, mais le fait de sensibiliser les nouveaux salariés associés au RGPD, le fait de supprimer donc régulièrement les données qui doivent l'être. Donc là est remis dans le document toutes les durées de rétention. Donc, oui, un CV, c'est 2 ans après le dernier contact avec le candidat. On va retrouver toutes les informations. Des données du salarié, c'est 5 ans. Tout ce qui est données patients, il y a des règles, c'est 20 ans. Et si dans le cas des mineurs, ce délai s'expire après son 28e anniversaire. Donc, toutes les règles sont données. Les doubles des feuilles de soins, c'est 3 mois. Données de prise de rendez-vous, on peut les supprimer au bout d'un an. Sachant que oui, en plus, ça s'inscrit dans le dossier du patient. Tout ce qui est vidéosurveillance, on est censé les garder au bout d'un mois. On estime que si on n'a pas vu d'incident au bout d'un mois, il n'y a pas lieu à garder des vidéos de surveillance. Des documents comptables, c'est 10 ans, etc. Ensuite, on se pose assurer que son registre des traitements est à jour. Le registre des traitements, normalement, il ne doit pas beaucoup bouger. Globalement, quand est-ce qu'il doit bouger? Si je mets en place un nouveau traitement de données personnelles, j'ai une nouvelle fiche à remplir. Si je change un prestataire informatique ou un sous-traitant parce qu'il apparaît à un endroit, j'ai juste à changer son nom. Si je change de logiciel, que ce soit pour le suivi des patients ou la prise de rendez-vous, j'ai un nom de logiciel à changer dans une fiche. Si je fais évoluer la sécurité de mes locaux, globalement, là, dans ces cas-là, il y a juste un endroit, un mot à changer dans une fiche détaillée. Ensuite, il faut s'assurer que toutes les réclamations sont traitées. Donc, s'il y a des demandes qui arrivent pour dire, oui, forcément, si une personne veut récupérer son dossier patient, c'est le cas le plus classique, mais ça, à la limite, on va dire que même avant le RGPD, il y avait déjà le cas. Mais si vous avez des demandes qui émergent, je sais pas, d'un salarié, d'un candidat ou quoi que ce soit, il faut traiter la demande, mais ça, c'est, on va dire, normal. Et il y a un point, voilà, s'assurer que les violations de données sont bien gérées. Alors, je rappelle, ce qu'on rappelle une violation de données, on parle surtout, en général, c'est surtout sur la perte de données ou ce genre de choses, sur une clé USB qui disparaît, sur un ordinateur qui disparaît. Donc, je rappelle la procédure. Un formulaire, il y a une téléprocédure qu'on peut faire, on fait une déclaration en ligne auprès de la CNIL. Le formulaire est un peu embêtant à remplir, mais dans tous les cas, il vaut mieux le remplir parce que en cas de souci, si la donnée ressort ou qu'il y a quoi que ce soit, ça montre que vous étiez en règle et que vous aviez suivi cette obligation. Après, charge à voir s'il faut informer l'individu concerné ou pas. Et puis, une fois que vous avez fait la déclaration auprès de la CNIL, vous gardez bien ce que vous leur avez envoyé, vous l'imprimez, vous le mettez dans le dossier de documentation. Et puis après, à voir, forcément, en mode action corrective, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter que ça se reproduise et est-ce qu'il y a quelque chose à changer ou pas. Voilà, globalement. En suivant, c'est 22 diapositives, donc il y a 22 pages dedans, de façon séquentielle, depuis le début jusqu'à la fin. Une fois que vous arrivez à la fin, globalement, vous êtes en conformité. On voit qu'au final, il y a quelques questions à se poser et 2-3 choses à rajouter, peut-être dans la gestion des données, la structure, le stockage, etc. Le gros du travail, qui est quand même la notion de registre des traitements, est fait.
Et là où il peut rester un peu de travail, mais à faire tout à la fin, s'il y a besoin d'une analyse d'impact. Bon, après, sachant que l'outil fourni par la CNIL, au début, n'était pas très pratique et ils l'ont amélioré avec le temps. Donc ça, disons que ça vous prend par la main aussi pour vous aider à remplir tout ce qui va bien. Donc voilà globalement. J'espère que sur la fin, vous êtes quand même plus rassuré et que je vous ai pas fait trop peur quand même, parce qu'en général, c'est ce qui reste un petit peu, c'est pas la volonté. Je pense sincèrement que ça vaut la peine de mettre le nez dedans pour voir ce qu'il y a à faire et se rendre compte qu'au final, c'est pas si effrayant que ça. Je pense sincèrement que vous pouvez être autonome pour le faire, c'est vraiment l'objectif. Sinon, j'aurais loupé un peu ma mission, on va dire, d'explication, de compréhension et puis après d'autonomie pour remplir des documents et se mettre en conformité. Mais c'est vraiment l'objectif qui est recherché, c'est que vous puissiez le faire sans faire appel à l'extérieur, surtout que, sincèrement, pour avoir vu parfois des devis passer sur des choses très simples, des cabinets d'avocats, ce genre de choses, c'est assez hallucinesque les devis qu'on peut voir sur la mise en conformité. Je crois que j'ai le cas d'un comité d'entreprise d'un de nos clients. On est d'accord, hein, en termes de données personnelles, à part organiser des voyages et donner des tickets de cinéma, ils font rien. Je ne sais plus, il y en a ils proposaient une mise en conformité à 7 000 euros, c'est juste hallucinant. J'y suis allé 1 heure, on a discuté, j'ai bossé peut-être quelques heures, il y avait un traitement en plus sur un seul, il y a un traitement, il y a une fiche à remplir. Je suis retourné 1 heure après en leur disant, bah tiens là, les données, là vous mettez ça sous clé, ça, c'était réglé. Mais il y a des devis qui sont assez hallucinants. Des gens qui en profitent justement sur cette fameuse sanction qui fait peur du 4% du CA jusqu'à 20 millions d'euros. Donc forcément derrière, il y a des gens qui abusent. Mais sincèrement, il ne faut pas s'en faire toute une montagne, c'est des choses assez simples, du bon sens. Et j'espère que vous trouverez toutes vos réponses dans ce guide. Si jamais vous avez des questions et qu'il n'y a pas de réponse, n'hésitez pas à les remonter à la PMSL qui pourra me les transmettre. Je pourrais vous envoyer des éléments de réponse en complément. Donc voilà pour ma présentation. Si vous avez des questions, ça peut être des questions très précises dans votre cas à vous, plus généralistes, c'est le moment d'échanger. Et donc n'hésitez pas à prendre la parole ou de passer par le chat s'il y a besoin. Et j'espère sincèrement que j'ai réussi à vous rassurer et que vous ne partez pas trop craintif. Alors le temps estimé pour une mise en conformité, si on fait abstraction un petit peu de l'analyse complémentaire, sincèrement, je pense qu'en se mettant le nez dedans, je ne dis pas qu'en 2 jours c'est fait, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup besoin de plus. Hein. Compte tenu du fait que tout est pré-rempli, c'est-à-dire que comme vous avez tous les documents, etc., mais après, une fois que vous avez il y a 10 documents, vous les repassez en revue, vous dites, bien tiens, ça c'est comme ça c'est comme ça c'est fait. Hop, vous avez votre registre, donc l'étape-là elle est faite. Le DPO, ça prend 10 minutes. La documentation, bah, vous stockez tout ça, c'est fait. Ce qui peut prendre un peu de temps, c'est tout ce qui est mention d'information. Mais ça, vous avez tous les modèles. Donc bah, après, vous faites signer les documents aux différentes personnes, vous affichez ça où il faut. Donc ça, c'est pareil, en quelques heures, c'est fait. Et ensuite, c'est vraiment avoir une réflexion sur la sécurité des accès, et peut-être là où il y a un petit peu de latence aussi pour bien sécuriser, mais globalement, c'est assez rapide. Alors, le multisite est plus complexe à gérer. Bah après, sur le traitement, il suffit d'expliquer que si les données sont à différents endroits, d'expliquer où est-ce qu'elles sont. Et après, globalement, les contraintes sont les mêmes. Les règles à respecter sont les mêmes. Donc le multisite n'apporte pas forcément une complexité supplémentaire. Euh, pour moi, ça reste au même niveau, on va dire. Il y a pas de... faut juste expliquer où sont stockées les données et qu'elles sont peut-être sur plusieurs endroits, parce qu'il y a plusieurs points d'accès. Mais c'est tout. Parce que toute la notion d'information, ça va être la même, toute la description va être la même. S'il y a des réclamations, ça va passer par le même canal, c'est pareil. Donc il n'y a pas beaucoup de complexité supplémentaire à apporter.
N'hésitez pas, hein, si vous avez une question, vous pouvez activer le micro, la webcam, si vous le souhaitez. Mais Oui, bonjour. oui, Moi je suis Myriam Allard, je travaille dans une MSP, je suis orthophoniste, je travaille dans une MSP où on est une petite trentaine. J'ai essayé de faire un partage de webcam, mais bon, c'est pas très efficace. Bon, peu importe. je vous Et entends, c'est parfait. voilà, c'est déjà très bien. J'ai une question au sujet du système d'information partagée, Oui. parce que nous, on passe par WEDA, donc éditeur de logiciels, donc ils sont responsables des données, de la sécurité des données, si j'ai bien compris. Mais ils ont une responsabilité en tant que sous-traitant, c'est-à-dire qu'il faudra les définir en tant que sous-traitant. D'accord. Puis après, j'imagine que vous pouvez leur envoyer un petit mail pour leur demander ce qu'ils ont mis en place pour respecter tout ce qui est RGPD. Ouais. Mais après, il faut les définir en tant que sous-traitant. Ouais, alors nous, on se pose des questions récurrentes parce que pour l'instant, on a ouvert tous les accès. On a ouvert tous les droits d'accès aux informations. Et ça pose des questions, c'est-à-dire que quelquefois, quand on ouvre le dossier d'un patient, donc bien sûr équipe de soins, hein, un patient qu'on suit, on ne s'amuse pas à aller ouvrir les dossiers des autres patients, mais malgré tout, on a accès à des données sur les consultations avec le médecin. Par exemple, moi, en tant qu'orthophoniste, ça ne me concerne pas. Oui, on est d'accord. En fait, alors c'est une problématique qui est un peu structurelle et qui est en train de changer. C'est-à-dire que les logiciels à la base étaient très ouverts, et ce qui fait que par défaut, on a tout, et après, on doit dire ce qu'on doit refermer. Et ce qui fait qu'il faut faire un paramétrage pour dire je veux pas qu'on voit ça, mais par défaut, c'est ouvert. Alors après, en général, les éditeurs commencent à changer de philosophie, c'est-à-dire qu'ils commencent plus à verrouiller et à ouvrir les accès selon les besoins. Mais ça, après, ça nécessite du temps pour qu'ils mettent à jour leur logiciel, etc. Après, vous pouvez leur demander comment paramétrer ou comment mettre en place ou qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire parce que c'est trop ouvert ou comment le faire. Mais c'est vrai que dans l'idée, il faut vraiment cloisonner pour que chacun voit que ce qu'il ne voit pas. Oui, parce que là, on est Après, bien si d'accord. jamais vous ne pouvez pas le faire parce que le logiciel ne le fait pas, après, c'est aussi de la responsabilité de l'éditeur d'offrir un logiciel qui permet de bien gérer les choses, quoi. Oui, si, on peut le faire puisque j'ai commencé à le faire justement, ça fait pourtant pas mal de temps déjà, ça fait 2 ou 3 ans, je ne sais plus, qu'on a ce système d'information, ouais, facile. Et j'ai commencé à le faire seulement maintenant. Donc on est d'accord que là, c'est notre responsabilité qui est engagée. Si on n'a pas paramétré pour... Ah oui, oui, on retombe typiquement dans le cas dans l'exemple que je donnais de la clinique ou de l'hôpital au Portugal qui s'est fait retoquer par la CNIL locale, parce que justement, ils avaient mal paramétré qu'un utilisateur pouvait tout voir et que ça posait problème. Alors eux, comme c'était forcément un grand hôpital, c'était à plus grande échelle et c'est pour ça qu'ils se sont fait taper sur les doigts. Mais c'est parce qu'eux ont mal paramétré et utilisé l'outil. Après, donc, il faut que l'outil le permette, et puis après, il faut le faire. Très bien, merci beaucoup. Je me permets une petite précision, Élodie Gazot, donc coordinatrice de la MSP Atlas. Effectivement, nous sommes aussi sur le logiciel partagé VEDA. Donc, on a fait un travail sur le partage des données patients entre les professionnels. Et donc, il y a une loi, hein, la loi informatisée là, je ne sais plus combien, 2016, là, qui a été revue, qui dit bien que donc on doit afficher sur une charte, de toute façon dans les salles d'attente, qu'on partage des données patients. Et il est bien précisé que les données patients peuvent être partagées entre les professionnels participant à la prise en charge du patient. Et c'est non pas visible par tous et en tout cas. Et nous, on a ajouté en plus le consentement écrit du patient. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment l'équipe de soins, uniquement Oui. autour du... Voilà, Oui, c'est c'est-à-dire... ça, c'est une notion qui est très importante, hein. C'est l'équipe de soins et pas l'équipe de soins primaires, c'est vraiment l'équipe de soins. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui est suivi pour une plaie avec un médecin et des infirmières, eh bien, le kiné n'a pas à avoir accès au dossier patient. Oui, très bien, merci. Mais c'est vrai que selon les logiciels, après, c'est plus ou moins compliqué à paramétrer, à mettre en place. Mais après, bon, il faut demander à l'éditeur ou si c'est pas possible, lui demander comment faire. Est-ce qu'il a prévu de le faire dans plusieurs versions ou ce genre de choses, quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont. Et puis ça prend du temps pour eux parce que comme c'est vrai que la philosophie a changé, la façon de faire les logiciels, des fois, c'est un peu compliqué de la remodifier. Donc c'est pour ça que ça peut prendre du temps aussi pour eux de réadapter les logiciels. Mais c'est vrai qu'après, c'est aussi, comme je le vois, on est en pleine audition d'auditeurs pour le choix du logiciel. C'est vrai que ça fait partie des choses à prendre en compte pour le choix d'un logiciel.
Normalement, tous ceux qui sont labellisés ont cette obligation-là d'avoir différents niveaux d'autorisation d'accès. Après, oui, ce qu'il faut éviter, c'est la simplicité du paramétrage et que ce soit pas trop complexe à mettre en œuvre et que ce soit pas ce qu'on appelle une usine à gaz où dès qu'il faut changer les droits, tout est compliqué, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions? Oui, ça va. Bon, merci, j'espère avoir été clair. Donc, en tout cas, je vous remercie en tout cas tous pour votre présence, votre temps. C'est vrai que c'est un sujet qui vient en plus de tout ce que vous faites déjà, avec des contraintes en plus. Donc c'est pour ça qu'on a voulu essayer de vous éclairer sur tout ça, pour que vous ne perdiez pas trop de temps. Donc bon, j'espère que vous y trouverez votre compte et un gain de temps et d'énergie que vous pourrez remettre ailleurs. Oui, bien, merci beaucoup, Monsieur Brunelli. Pour nous aussi, ça a été beaucoup plus clair. On a appris vraiment plein de choses. Donc, merci beaucoup pour cette conférence, pour cette réunion d'information. Et donc, comme je disais, si jamais il y a d'autres questions qui viennent après, je peux repasser par vous, vous pouvez me les retransmettre et j'y répondrai sans aucun souci. Parce qu'en général, les questions viennent quand on commence à creuser le sujet, quand on se met en conformité. Donc, il ne faudra pas hésiter. Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, on va pouvoir conclure cette réunion. Donc, comme on a pu vous l'indiquer, ce sera retransmis du coup sur le site en replay. Donc, comme vient de le dire M. Brunelli, vous n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, vous nous contactez. Et donc, vous aurez tout un dossier sur le site de la PMSL avec toutes les informations qui ont été données. Ce sera sous la forme d'un dossier zip à télécharger. Donc là, je vois qu'il n'y a pas forcément de nouvelles questions. Donc, écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et puis, voilà, vous n'hésitez pas si vous avez besoin de poser une question plus tard. Voilà, vous n'hésitez pas. Merci encore, Monsieur Brunelli, pour cette rencontre. Très bonne soirée à tous.